Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 290 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, place aux Denver Nuggets dans le cadre de leur bilan 2024 avec Jérémy de QI Basket, grand boss de QI Basket et évidemment fan de Denver également. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de nos bilans 2024. On s'approche de la fin, on se rapproche des meilleures équipes et on accueille. Et non, il n'est plus champion en titre. Malheureusement, je suis désolé. On accueille tout de même Jérémy. Comment ça va, Jérémy ? Ça va. Et toi ? Ça va. Je suis déçu pour toi parce que tu n'es plus champion en titre alors qu'on avait quand même t'avais pu profiter de ça pendant quelques mois, mais là, t'as pas fait le back-to-back, quoi. Non, mais j'ai surfé là-dessus quand même pendant un an parce que j'étais vachement serein après le titre sur les décisions qui étaient prises, etc. Vraiment, je le prenais avec beaucoup plus de recul. Donc c'est bien, j'ai passé une bonne saison et là, ça y est, je suis de nouveau aigri. Donc je vais pouvoir reparler de Denver comme par le passé. Ouais, on n'en parlera pas parce qu'on fait le bilan 2024, mais tu dis que tu as été tranquille par rapport à ça. Est-ce que tu es aussi tranquille sur l'intersaison 2024 là, pour 2025 ou un peu moins ? Non, c'est pour ça que j'ai dit que j'étais à nouveau aigri, c'est bon. Ouais, là, j'ai ma dose. Bon, après, historiquement, des équipes qui se séparent de KCP et qui remplacent par Westbrook, ça a donné de très bonnes choses, non ? Ça se passe toujours bien. Ouais, on est d'accord. Jérémy de QI Basket, bien sûr. QI Basket, d'ailleurs, les articles et cette année, le podcast. Et tu n'es pas apparu beaucoup sur le Basket Lab cette année, depuis quelques mois, mais tu es apparu sur le podcast de QI Basket, Inside the Hoop. Inside. Beyond the Hoop, pardon, je confonds avec Inside Basket. Beyond the Hoop, c'est ça ? Ouais, c'est ça, Beyond the Hoops. La promo nulle, pardon. Que l'équipe a lancé du coup à la reprise là, de la saison dernière. Et puis voilà, moi j'ai fait un trou, j'ai un petit peu disparu, pas que dans le Basket Lab, donc j'ai essayé de rattraper un petit peu le train en cours de saison et ouais, du coup j'ai réussi un petit peu à compenser mon absence. Ouais, le nouveau podcast qui marche bien après une première année. Chez QI Basket, donc du podcast, du live Twitch aussi, parfois des articles. Vous connaissez évidemment. Et puis Jérémy un peu partout, hein. C'est ça. Tu t'es le grand boss de QI Basket et t'interviens un peu partout. On est d'accord. Ouais, bah après moins que Azad par exemple qui s'est démultiplié. Mais bon, du coup on a été représenté même dans ton podcast par FD et Azad, donc ça va. Ouais. C'est vrai. Après, tu t'es assez peu présent, mais t'es pas quand même parmi le top 3 non des auteurs d'articles, non encore cette année. Ouais, même en étant absent pendant 6 mois, j'arrive encore à être plus productif que la plupart de l'équipe. Ouais, je sais pas, le constat est un peu triste, je crois. Est-ce que ça en dit pas plus sur l'équipe niveau article que sur toi ? Ouais, c'est ça. Absent. Clairement. Bon bref, QI Basket, vous connaissez bien entendu. Et donc aujourd'hui, le programme très simple, les bilans 2024, autrement nommé les stats de la saison, fut un temps. Mais donc le format des stats, c'est on fait un bilan équipe par équipe à travers 10 stats, donc 5 chacun, 5 à proposer chacun, des stats soit intéressantes, soit comme d'habitude qui nous servent un peu de prétexte pour parler de plein de petits sujets. Vous le savez, on est quasiment en fin de marathon, hein, bientôt. On est à Denver, une très bonne équipe, malheureusement pas championne, mais on va en discuter. Et bien si tu es prêt, Jérémy, je crois qu'en plus tu n'avais jamais fait ce format encore, ni l'an dernier, ni l'année d'avant. Et bien, je peux te lancer. Quelle est ta première stat du jour à nous présenter pour ces Denver Nuggets 2024 ? Ouais, alors la première stat du jour, c'est les 958 minutes cumulées de la rotation du 5 de départ des Nuggets, qui est donc la rotation qui a été le plus utilisée en saison régulière parmi toutes les équipes NBA, qui était parmi celles qui avaient un temps d'au moins 200-300 minutes en commun, le deuxième net rating de la ligue. Et en fait, c'est marrant parce que c'est en soi une stat qui est plutôt une bonne nouvelle pour une équipe. C'est-à-dire que en fait, ton 5 de départ joue bien ensemble. C'est une équipe qui est extrêmement rodée, qui l'a prouvé, et donc qui donnait aussi beaucoup de garanties à la sortie de la saison régulière. Mais c'est aussi une problématique d'équipe pour moi, dans la mesure où ça montre un peu les difficultés que Denver a toujours eu avec son banc, et
le fait que voilà, ils n'ont pas réussi en fait à trouver un renouveau cette saison, que l'alternance qu'il pouvait y avoir avec Bruce Brown n'était plus et que la réponse qu'ils ont trouvée à ça, c'était de forcer encore plus sur le 5 de départ. Ça s'est mal passé par la suite, mais voilà, c'est ce 5 de départ qui a porté l'équipe de Denver, qui a été excellente de bout en bout et qui malheureusement montre aussi que Mike Malone a un petit peu du mal à trouver un renouveau derrière ce 5 de départ, quoi. Alors, loin de moi de vouloir défendre Mike Malone, mais non, je plaisante, j'aime bien quand même. C'est juste qu'il est peut-être pas élitier non plus, mais il est quand même très bon. On l'a vu sur les playoffs 2023, tous les bons ajustements. Mais non, mais à quel point c'est lui, à quel point c'est pas aussi une question de talent et de personnel, en fait, de joueurs d'effectifs. Parce que, encore une fois, c'est pas un coach parfait, mais c'est vrai que en dehors de ton noyau dur, on va dire, et une fois que tu as perdu Bruce Brown, qui a pas vraiment été remplacé numériquement, même si on va en parler, mais il y a deux, trois pièces à droite à gauche qui ont réussi à émerger. Mais il y a aussi peut-être cette question de, finalement, ok, t'as un 5 de départ très solide, et d'ailleurs, grassement payé, mais totalement mérité, je veux dire, mais qui de fait mobilise pas mal d'argent sur des gros salaires sur des titulaires. C'est vrai que la conséquence, c'est que de l'autre côté, si t'as 4 titulaires avec un gros salaire, ça laisse plus tant de ça d'argent pour te créer un banc, entre guillemets, ou avoir des joueurs un peu de bons jokers en sortie de banc, qui sont donc payés un peu plus cher que le minimum, quoi. C'est ça, et c'est vrai que Denver, après le titre, a fait le pari de jouer sur la continuité avec les joueurs draftés, les joueurs qui étaient déjà en couveuse. Malheureusement, il n'y a pas eu, en tout cas, d'émergence sur le ball handling notamment, qui a permis en fait de prendre le relais, mais aussi d'apporter un petit peu d'alternance. Et c'est vrai que ça explique le fait que la saison de Denver était à la fois très sereine et à la fois n'était pas extrêmement dominante pour un champion, malgré effectivement un 5 de départ qui portait l'équipe. Et il y a toujours cette dépendance à Nikola Jokic qui en découle. Comme tu dis, oui, la difficulté de Denver, c'était effectivement de construire un banc avec pas grand chose. Ils n'ont pas réussi à faire de bons coups pendant l'intersaison, et je trouve que ça s'est ressenti assez vite, quoi. Disons qu'on a l'émergence défensive de certains noms. Alors, Christian Brown qu'on connaissait, Peyton Watson, on en reparlera, je pense. Mais voilà, t'as un peu ce côté défensif qui a été assuré. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cet aspect. Alors, je sais plus combien on l'avait dans le top 100 de l'an dernier, mais c'était quoi? C'est un top 60, je pense, NBA. Il était assez haut avec ce côté polyvalence, Bruce Brown. Et c'est vrai que cet aspect offensif, notamment, c'est pas juste un défenseur au point d'attaque, c'est pas juste un défenseur, c'est aussi quelqu'un qui avait cette double casquette de poseur d'écran sur des piquets dans l'inversé, de cutter et aussi donc de porteur de balle, on a vu ça en finale aussi notamment. Mais c'est vrai que ça n'a pas été remplacé. Et c'est pas un Christian Brown qui a pu le faire, c'est pas un Peyton Watson, c'est pas Julian Strawther, le jeune rookie, qui en plus a été assez blessé cette saison. Je pense qu'effectivement, il y a cet aspect-là qui n'a pas été remplacé offensivement. Autant défensivement, moi j'ai un peu toujours défendu en disant il n'y a pas tant que ça de discontinuité, tu peux arriver à compenser. C'est vrai que l'attaque a peut-être un peu moins été compensée, et au final, tu as cette problématique du banc, mais qui est aussi, comme dit, un peu une conséquence de la construction d'équipe, pardon, parce que là, dans le lot, t'as quoi? T'as 3 contrats maximum, c'est ça, si je dis pas de bêtises? T'as 3 contrats maximum, et le contrat d'Aaron Gordon qui est relativement conséquent, ouais. Ouais, oui, alors t'as Jokic qui doit être un méga max, Murray aussi, contrat maximum pour Michael Porter Jr. Exactement. Mais en sortie de contrat rookie, donc c'est pas pareil qu'après 8 ou 9 ans d'expérience NBA. Et ouais, donc oui, ça laisse assez peu de place. Après, comme dit, c'est un peu à double tranchant, parce que le verre à moitié plein, c'est de se dire, bon voilà, on a le meilleur line-up de NBA, qui a joué le plus ensemble. Tu as parlé des minutes, mais même en termes de nombre de possessions, hein, évidemment, c'est un peu pareil. Ils sont quasiment à 2000 possessions jouées ensemble. C'est un chiffre qui est rarement atteint, cette barre un peu symbolique des 2000 possessions jouées ensemble. Mais bon, tu vois, au-delà même de ce côté, il manque un banc. Je trouve qu'en playoff, on a surtout vu que c'était pas tant qu'il manquait un banc, c'est qu'on a vu aussi un certain déséquilibre entre star numéro 1 et star numéro 2. Parce que le moteur de la seconde unité, c'était censé être le pick and roll Jamal Murray et Aaron Gordon. On a vu que ça a un peu coincé en playoff contre les Wolves. Donc c'est pas que un côté, bon, on n'a pas un Lou Williams, on n'a pas un Jordan Clarkson. C'est peut-être aussi un certain déséquilibre entre, on peut essayer de décaler les minutes, mais bon, on a la star numéro 1 qui est pas pareil que la star numéro 2, mais ça on le savait.
On le savait, mais c'est vrai que les playoffs de l'année dernière avaient en tout cas émissé un doute à ce niveau-là, en se Oui. disant à quel point Jamal Murray en fait arrive à élever son niveau de jeu en playoff, parce que visiblement il prend la saison régulière un petit peu moins au sérieux, et le fait qu'il ait peut-être pas affronté de défense qui sont vraiment capables de l'isoler, comme par exemple les Wolves ont pu le faire, on en était venu au point où on se disait ok, peut-être qu'en fait ça suffit, et là ces playoffs nous ont rappelé que c'était pas le cas si la saison régulière ne suffisait pas, quoi. Parce qu'après, je te pose la question, toi qui as vu plein de matchs en tant que fan, mais est-ce que ça, en saison régulière, tu l'as ressenti, ce manque de ah tiens, le banc est un peu faible, ou est-que finalement c'est juste qu'arrivé en playoff que ça a été problématique? Bah, disons qu'il y a un truc historique de Denver, à chaque fois que Nikola Jokic sort du terrain, il y a cette problématique de qu'est-ce qu'on propose offensivement, qui a longtemps été d'ailleurs reproché, hein, à Mike Malone, parce qu'on se disait ok, il y a aucune animation offensive une fois qu'on est privé de Jokic, euh, et c'est pas comme ça qu'on arrivera au titre. Et effectivement, la faiblesse de Jamal Murray faisait aussi partie, pour une seconde option en tout cas, je parle, du package. Et c'est vrai que les playoffs de l'année dernière, ils avaient réussi à trouver un équilibre attaque-défense qui était plutôt honorable, quand Nikola Jokic était hors du terrain, mais on n'était quand même pas aveugle sur le fait que, offensivement en tout cas, on manquait d'armes pour créer du jeu. Donc dans la saison, c'était une problématique, mais on s'appuyait beaucoup sur notre 5 de départ. Denver était extrêmement forte, notamment pour terminer les matchs, donc on arrivait à se dire ok, on a trouvé l'équilibre, il y a ce titre qui valide un petit peu la construction qui a été faite, mais je trouvais que Bruce Brown, et je sais que beaucoup de fans de Denver n'étaient pas d'accord avec moi, Bruce Brown t'apportait quand même une option en ball handling qui était non négligeable, et il apportait aussi une rim pressure par sa capacité à driver qui était quand même très appréciable. Et cette année, le fait que ce soit Reggie Jackson qui soit le principal relais, ça a marché au début parce qu'il était, il était en feu avec son jump shot, mais une fois qu'il est revenu dans ses normes des 2-3 dernières saisons, on trouvait effectivement que Denver manquait un petit peu de jus en sortie de banc, et on s'inquiétait un peu des playoffs. Ouais. Ouais. Oui, encore que Jackson a été pas mal, mais dans son rôle en fait. Donc, je pense C'est ça. que aujourd'hui c'est un meneur sympa, meneur défensif surtout, qui moi je trouve plutôt pas mal, hein, défensivement cette année. Mais voilà, si c'est pas le mec qui va t'impulser beaucoup de choses, quoi, pour le coup. C'est Je, ça. je pense qu'il y a aussi peut-être. Alors, tu vois, je sais pas si on va en parler, mais Zekenaji aussi qui avait été prolongé, bon, à moitié pour le pari sportif, à moitié aussi pour avoir un salaire à échanger à l'avenir, moi je pense. Mais bon, ça n'a pas marché. Bon, Strausser, comme dit, le rookie qui a été blessé, et qui, voilà, de toute façon, il n'a pas eu beaucoup de minutes à cause de la défense, peut-être aussi pour Mike Malone. Et puis, on l'a pas dit, mais Vlatko Kanchar aussi, qui a été blessé avant Qui le était début de la absent, saison ouais. et qui, moi, je pense, ça aurait été un très bon ajout. Alors, pas un côté good guy de la seconde unité, mais pour moi, c'est un ailier très polyvalent qui aurait pu apporter un peu de création tertiaire, quoi. En plus qu'on n'a pas eu, quoi. Ouais, alors après j'ai l'impression que ces limites quand même physiques font que c'est difficile de l'imaginer comme une rotation permanente, Vlatko Kanchar. Ouais. Euh, mais en tout cas, son shoot a pu manquer à Denver. Donc je sais pas trop. La problématique, je pense effectivement, c'est d'arriver à obtenir de la création, et peut-être même de la création primaire. Et c'est vrai que Denver ne se dirige pas en tout cas vers cette opportunité-là. Et je trouve qu'elle est un petit peu absente cette saison. Il y a des absences qui ont pu ne pas aider, mais j'ai pas l'impression que c'était des joueurs qui représentaient ce qui vraiment était absent, quoi. C'est-à-dire que le choix de pas le renouveler, il était venu dès l'intersaison, donc on s'imaginait que ça allait faire partie des problématiques. Tu dis, Denver a joué la continuité l'été dernier. À quel point il pouvait le garder ou pas, Bruce Brown, est-ce que c'était impossible et pas du tout possible, ou est-ce que ça aurait été au prix d'une certaine taxe que les propriétaires n'ont pas voulu payer? Honnêtement, là-dessus, je sais pas. Je suis pas sûr qu'ils étaient en position en tout cas, de proposer ce qui lui a été proposé, dans la Ouais. mesure où il avait passé qu'une saison à Denver et qu'il avait été signé pendant l'été. Donc, si je dis pas de conneries, normalement, ça veut dire que tu pouvais pas en fait proposer n'importe quel type de contrat. Il fallait qu'il joue une deuxième saison pour toi pour pouvoir le faire. Ou alors, tu aurais pu lui proposer de l'argent, mais t'as pas les droits, en gros. Tu n'aurais pas pu prolonger. Il faut avoir les droits d'un joueur pour un peu dépasser le cap en le C'est gardant. ça. Et vu qu'il était là depuis qu'un an, tu pouvais pas. Voilà, si tu avais C'est ça. 5 millions dans le salarié cap, tu pouvais pas proposer plus. Alors que si t'avais si le mec avait été là quelques années, tu aurais un peu pu dépasser. Pardon, j'arrive plus à parler. Mais voilà, c'est vrai que c'est une bonne première stat parce que ça illustre assez bien ce côté noyau dur très fort, mais en même temps, aussi payé très cher. Et donc,
voilà, c'est le côté continuité dans la NBA d'aujourd'hui est aussi compliqué de ce point de vue-là, je pense, avec les règles de salary cap un peu compliquées, d'ailleurs de plus en plus compliquées. Ça s'est pas amélioré cet été, ouais. C'est ça, avec le nouveau CBA, et là, voilà, même l'an prochain, tu vois, Jokic 51, Jamal Murray 36, Michael Porter 35 et Aaron Gordon 22. Bon, ça fait quand même déjà un sacré paquet. Il reste plus tant que ça pour signer beaucoup. Mais bon, on verra ça à la limite pour l'an prochain. Mais ok pour ta première stat. Alors je peux, moi aussi, première stat du jour collectif. Peut-être un peu plus positif si tu veux bien. Moi c'était plus 5,9. Plus 5,9, le net rating évidemment. Donc le différentiel attaque-défense. Ce qui est le but du basket, hein, créer un différentiel attaque-défense. Donc quasiment plus 6. Denver était 4e de NBA. Sur ce différentiel, donc c'est le fond de jeu proposé, on peut le dire comme ça, 4e meilleure équipe de NBA. Et surtout, Jérémy, c'est le meilleur net rating des Nuggets depuis la saison 2013. Donc, la fameuse saison Iguodala et avec tu sais tous les pleins de role-players autour de. Ah oui, oui. Tu avais suivi d'ailleurs cette saison, je crois. Hein, je t'avais fait un quiz Ouais. sur le Basket Lab déjà. Pendant longtemps, je crois que en tant que fan, ça a été ma saison préférée des Nuggets, ouais. C'était, enfin, à voir, c'était tellement spectaculaire et moi, c'est vrai que j'aimais beaucoup cette équipe. Donc ouais, ça m'étonne pas que ce soit une saison référence collectivement. Avec donc la seule année de Iguodala avant qu'il signe aux Warriors. Voilà, qui était Iguodala, qui était un go-to guy, pas go-to guy, grosso modo. Et c'était plein de joueurs très très sympas, mais aucun go-to guy. Mais voilà, c'était une très belle année. Et donc, première fois depuis cette époque qu'ils ont fait un aussi bon net rating. 2013, donc ils avaient le même net rating, hein, avec George Karl, plus 5,9. Et sinon, si on met un peu de côté 2013, où donc ils étaient top 3 de conférence, je crois, et puis upset au premier tour par les Warriors. Mais s'il faut remonter, chercher un autre bon net rating, en fait, il faut remonter en fin des années 70, et on est dans l'ABA. On n'est même pas en NBA pour les Nuggets, on est dans l'ABA. Donc, je voulais aussi parler de ça parce que, en un sens, on a aussi vécu, alors c'est un indicateur comme un autre, hein, il n'y a pas eu le titre au bout, donc ça va pas être la même valeur que 2023, mais en tout cas, en termes de production, de niveau de jeu en saison régulière, c'est vrai que c'était peut-être la meilleure saison de l'histoire de la franchise, ou pas loin, quoi. Parce que la différence avec l'an dernier, il y a les playoffs et il y a le titre au bout, ok, mais c'est aussi une saison où Jamal Murray revient petit à petit, et puis les saisons d'avant, Jokic est dans son prime, mais t'as soit Jamal Murray blessé, soit Michael Porter, soit les deux. Bref, depuis un peu l'émergence de Jokic en méga star depuis 2021, voilà, c'est une des seules années où t'es un peu au complet dès le début et un peu en forme, quoi. Donc, je pense qu'on n'est pas loin en termes de saison régulière de peut-être la meilleure saison régulière de l'équipe avec, tu vois, même un progrès par rapport à l'an dernier. C'est-à-dire que, comme dit, 2023, ça s'est mis en route petit à petit et on était à peine à plus 4 de net rating comparé cette année à quasiment plus 6. Donc voilà, on est pas sur le même standard, on est quand même un peu meilleur cette année. L'attaque, toujours aussi bonne que l'an passé, 5e l'an dernier, 5e cette année. Par contre, c'est la défense qui s'est un peu stabilisée. 17e l'an dernier et 9e cette année. Et je pense qu'on a un peu cette année, je te pose la question, toi qui les as beaucoup vus, mais moi j'ai eu un peu l'impression d'une certaine stabilisation défensive après une année 2023 où on avait testé un peu plein de choses, c'est-à-dire on teste un peu de faire du drop avec Jokic, on teste un peu de faire du edge, on avait testé plein de schémas différents et des petits trucs qui avaient servi en playoff. Et là cette année, je trouve que voilà, on a un effectif solide qui est en forme, tout le monde est en bonne santé comme on l'a vu avec ta stat, pas de turnover, et donc on a eu une équipe extrêmement solide en saison régulière. Bah c'est ça, tu parlais de continuité, et je pense que c'est l'idée. Un des points clés, c'était par exemple le retour de Jamal Murray et le fait que cette saison il démarre en forme, là où l'année dernière il a passé peut-être 30 ou 40 matchs à se tester avant de vraiment décoller. Mine de rien, il y a eu assez peu d'absences, hormis Murray qui a dû rater une vingtaine de matchs, mais je crois que je regardais tout à l'heure, Jokic a raté 4 matchs dans la saison, je crois que Michael Porter Jr. en a manqué un. Aaron Gordon, bon, a été probablement un des joueurs les plus fiables depuis qu'il est arrivé à Denver, donc pareil. Donc c'est vrai que Denver a, je pense, profité de ça et a profité aussi du fait de pas avoir cette phase de thèse dont tu parlais, autant offensivement et que défensivement, qu'ils ont pu avoir l'année dernière, et donc de pas forcément laisser filer des matchs à cause de ça. Et oui, défensivement, c'est une grosse satisfaction parce que c'est une équipe, je pense, qui historiquement, depuis qu'elle a ce noyé là, tout le monde a tendance à ne pas vraiment croire en sa défense, et pourtant c'est en réalité une très bonne défense, et notamment grâce à la taille dont elle dispose et sa capacité, mine de rien, à plutôt bien masquer sa faiblesse qui est Nikola Jokic. On a vu après qu'effectivement on peut exploser cette défense, mais mine de rien, si t'as pas les armes idéales pour la battre, c'est une défense très solide, et c'est vrai que c'est aussi dû à sa taille et sa jeunesse, je pense.
Satisfaisant de ce côté-là, et une des meilleures saisons effectivement de Denver, même s'ils ont, je pense, donné l'impression parfois de se gérer. Je pense notamment à la défense sur transition, où je pense que c'est une équipe qui peut bien défendre sur transition, mais on a vu qu'en saison régulière, c'était pas trop ça, quoi. Ouais. Non, mais effectivement, il y a un peu ce côté, on associe Jokic qui est un mauvais défenseur, en tout cas à l'image, avec Denver est une mauvaise défense, alors que en vérité, tu vois, depuis le début du cycle, Jokic qui est bon, donc 2019, on va dire, alors, enfin il a été bon depuis avant, mais je veux dire, de la première année où l'équipe est vraiment top, alors il y a 18 où vous faites un 16e de finale au match 82 là, contre les Wolves, mais si tu prends à partir de 2019, pour moi, on a clairement un step-up collectif, et notamment, pourquoi? Parce que déjà à l'époque, la défense était 11e de NBA. Et c'était donc l'instauration des fameux schémas de on arrête de faire un drop, on fait plutôt donc on arrête de le laisser bas par rapport au niveau de l'écran, de protéger le panier un peu classique, on le fait monter haut sur les écrans et derrière on compense derrière. Et on a vu un premier cycle donc fin des années 2010, 19-20 là, avec tout ce qui était Jeremy Grant, Torrey Craig, Gary Harris, Paul Millsap aussi évidemment, voilà cette escouade d'ailiers qui ensuite, ils avaient tous un peu disparu. L'un est parti à Détroit, l'autre est parti à Phoenix. Paul Millsap, il est un peu vieilli, etc., etc. Et c'est vrai que pendant 2-3 ans, début des années 2020, c'était un peu le flou. En plus, il y a les blessures. Voilà, on connaît un peu l'histoire de cette équipe. Et là, c'est vrai que, on retrouve en fait une équipe extrêmement solide, comme tu dis, et qui, au-delà de, Jokic qui a déjà prouvé que il n'est pas athlétique, mais on a vu en finale l'an dernier, ou même tous les playoffs, qu'il était quand même assez solide et plus qu'on ne le pense défensivement, avec QI basket, intelligence de jeu, etc., même s'il a des limites physiques. Mais Jokic déjà est un peu meilleur, mais surtout, on a un peu, je trouve, repeuplé l'effectif défensivement depuis 2 ans en fait, avec, comme dit, il y avait le cycle d'avant, Torrey Craig, Paul Millsap, etc. Là, on a retrouvé, pareil, une densité d'aile, une densité de profondeur d'aile qui est hyper importante et qui vient un peu compenser en fait. Exactement. Il y a les joueurs qui se sont aussi construits défensivement. Moi, c'est vrai que j'ai toujours été sceptique avec cette idée que des très mauvais défenseurs puissent devenir bons. Mais Jamal Murray, qui était un défenseur plutôt exécrable, est devenu, je trouve, un défenseur qui est vraiment sous-coté par rapport à ce qu'il arrive à produire. Et surtout Michael Porter Jr., qui était une véritable faiblesse et qui a fait un retournement inattendu au sorti d'une saison blanche où, au fur et à mesure de la saison, il a progressé. Arrivé en playoff, c'était plus du tout un défenseur que tu pouvais cibler à volonté. Et ça, mine de rien, c'est un changement énorme dans le cycle des Nuggets, d'un joueur exploité versus un joueur qui peut défendre sur LeBron James sans sortir pas si mal en fait. Ouais, et puis même off-ball, même off-ball, c'est là où il était souvent perdu, et même souvent ciblé en tant que défenseur off-ball. la série contre les Suns en 2021 où Chris Paul s'amuse un peu avec Porter Jr. qui doit être le défenseur côté faible, et qui sait pas où aller, et qui hésite. Et non, effectivement, Michael Porter Jr. aussi, grosse satisfaction de ce côté-là. Et tu vois, moi, c'est là-dessus où pour moi c'est un thème hyper important dans la NBA d'aujourd'hui. J'en ai fait un podcast il y a quelques semaines, mais pour moi, il y a un peu ce côté où plus le jeu va être espacé et plus le jeu est espacé, plus on remarque aussi une corrélation entre, en fait, pour être une défense d'élite, t'as pas forcément besoin d'avoir un pivot transcendant, il y en a peut-être de moins en moins. Par contre, on remarque une très très forte corrélation entre les équipes, les défenses d'élite, notamment sur demi-terrain, et celles qui ont une certaine profondeur d'aile. Et tu vois, tu prends des équipes comme Orlando, comme les Pelicans, il n'y a pas de pivot défensif transcendant, et pourtant c'est des défenses d'élite. Et c'est un peu pareil Denver. Denver, ok, t'as pas un pivot génialissime en défense, c'est pas un Rudy Gobert, on est d'accord. Mais en fait, c'est parce que il y a pas que ça quoi. Il y a surtout les Aaron Gordon, Michael Porter Jr. qui est devenu bon, etc., KCP, Bruce Brown l'an dernier. Bref, il y a un peu ça, et en fait cette qualité de défense de périmètre entre guillemets, mais pas que le périmètre, mais c'est là aussi le côté défense off-ball, pas que on-ball, je veux dire, et un peu cette activité, se boucher la raquette, ressortir sur les shooters, faire les X-out, etc., etc. Denver est très bon, et c'est pour ça que moi je l'ai répété tous les playoffs, donc pardon pour les auditeurs un peu habitués, mais Denver, 5e meilleure défense de NBA cette saison sur demi-terrain. Et ça, c'est un truc que si tu dis peut-être à des fans qui suivent un peu moins ou un peu de loin, qui suivent pas Denver, ça leur paraîtrait peut-être insensé de dire non, Denver peut pas avoir la 5e meilleure défense de demi-terrain avec Jokic. Et en fait, si. Ouais, clairement. Et c'est pour ça que je pense qu'en plus ils avaient un peu une réserve défensive, c'est que on savait qu'ils pouvaient monter d'un ton en transition, là où ils étaient beaucoup moins bons. Alors j'ai pas regardé les chiffres récemment, mais on en a parlé pendant les playoffs sur Beyond the Hoops, et on savait qu'ils pouvaient progresser aussi à ce niveau-là, donc c'était plutôt rassurant. Et par rapport au point que tu donnais, on en discutait aussi dans le podcast, et c'est vrai que on remarquait cette évolution de la rim protection est peut-être moins importante.
En fait, j'ai l'impression que c'est plutôt une réserve très intéressante à avoir en saison régulière parce que ça permet de limiter les efforts. Mais cette polyvalence défensive des arrières ailiers, elle prend en valeur au fur et à mesure de la saison et notamment en playoff parce que certes, c'est peut-être plus énergivore, mais par contre, ça t'offre une flexibilité tactique en fait, qui est devenue indispensable aujourd'hui pour espérer être une défense élite, quoi. Bah, la protection du panier pour moi est toujours aussi importante, sauf que désormais tu peux le faire avec autre chose que le pivot en fait. Exactement. Tu vois, le Aaron Gordon, Porter Junior, qui font des pré-rotations dans la raquette ou qui viennent boucher l'espace, empêcher un drive d'aller dans la raquette justement, forcer le ballon à aller ailleurs. Ou pareil, hein, encore pire, les schémas des Pelicans avec des pré-rotations très très tôt, avec un mec qui se pointe dans la raquette. En fait, il y a plein de manières de le faire différemment et voilà, plus d'espace, plus il faut aussi arriver à le dompter finalement. Donc voilà, Denver, défense de haut niveau. Et voilà, en plus tu fais le bilan depuis 4-5 ans. Il y a quasiment aucune année où Denver est mauvais en défense en fait, hein, avec Jokic au final. À part les années où il y a personne et tout le monde est blessé, on est d'accord? Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est que à partir du moment où ils ont décidé de refaçonner l'effectif parce que les deux joueurs clés pour l'attaque étaient revenus, bah du coup Denver avait de très bonnes chances d'être une bonne défense. Et en plus ils ont plutôt bien drafté dans cette course-là. On va sûrement en reparler, mais même Peyton Watson cette saison, Christian Brown qui est arrivé l'année dernière sont d'excellents défenseurs et apportent une vraie polyvalence, quoi. Et puis d'Andre Jordan aussi, qui a beaucoup aidé. En tout cas, qui a aidé pour les on-off de Jokic. Ça aide beaucoup à gonfler les stats. C'est ça. Après, bon, si Zeke Nagy aussi accéléré, on n'aurait pas ce problème-là, mais entre le fait qu'il ait perdu son shoot en cours de route et le fait que défensivement et les blessures viennent généralement le gêner, on est obligé de mettre DeAndre Jordan, quoi, ce qui est un petit peu triste. Après, on se moque, on rigole, mais en vrai, il paraît que ça, c'est un vrai point sérieux pour le coup. Mais ce genre de présence aussi dans le vestiaire, apparemment, fait du bien, et notamment dans ce vestiaire de Denver, a fait beaucoup de bien, ce côté expérience de Jordan ou de mecs comme ça, quoi. Ouais, c'est toujours assez flou pour moi, mais oui, effectivement, peut-être que d'avoir un joueur un petit peu plus âgé et qui prend peut-être un peu plus de recul, n'étant pas en fait dans le feu de l'action et ayant une voix qui porte parce qu'il y a cette expérience-là, apparemment ça a joué un rôle, ouais. Ouais. Quelle est donc ta deuxième stat du jour à nous proposer pour ces Denver Nuggets 2024 ? Bah, du coup, je vais continuer sur le collectif. Bon, là, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais j'ai pris les 26,1 paint touches par match des Nuggets qui ont fait la première équipe. Et je pense que c'est une des raisons de la domination des Denver Nuggets, c'est qu'ils sont extrêmement forts pour mettre des paniers près du cercle. Ouais. Ah ouais, non, mais et en plus, ils le font de manière un peu atypique parce qu'il n'y a pas de gros driver en fait. Donc c'est là aussi on voit le côté atypique et qui sort du cadre de Jokic. Et une attaque autour de Jokic, c'est pas une attaque classique en NBA, quoi. C'est ça. Bah, du coup, je l'avais associé à ça, hein. Denver, c'est 37 drives par match, qui est la 30e équipe. Ah ouais, carrément. Et c'est la 30e équipe. Ouais, c'est la 30e équipe en termes de fréquence sur le ball handler, sur pick and roll. Donc effectivement, il y a ce côté très atypique de l'équipe. C'est aussi un hommage à Nikola Jokic qui apporte, qui est un système à lui tout seul et qui permet à des joueurs qui sont pas forcément des très bons dans l'attaque du cercle ou qui sont pas autonomes dans l'attaque du cercle, d'utiliser leur capacité physique, que ce soit un joueur comme Michael Porter Jr. dans le handle et la capacité à se créer des shots a toujours été un problème, à Jamal Murray qui est pas non plus un joueur qui fait vraiment la différence sur du 1 contre 1 très facilement, en tout cas pas sans son jump shot. Tout ça, c'est des joueurs qui effectivement arrivent à obtenir des points dans la raquette très facilement. Et bon, on le répétera jamais assez, hein, mais c'est le tir le plus rentable du basket. Et c'est ce qui fait que Denver a quand même un plancher très élevé et qui en faisait une équipe qui faisait peut-être plus peur que, par exemple, le champion Boston qui offrait moins de sécurité sur sa sélection de tir, quoi. Ouais. C'est même toute la critique de Boston, c'est de dire ils sont sympas avec leur tir dans le périmètre, mais parfois ça ronronne un peu trop et vous n'allez pas au panier, quoi. Et bon, au final, la question des match-up a fait que. Mais, C'est ça. mais c'est vrai que la saison régulière et les deux affrontements entre les équipes avaient un petit peu cette odeur-là de regardez, peut-être que Boston arrive à aller plus haut, mais s'ils n'arrivent pas à décrocher complètement de Denver, dans le clutch, en fait, c'est ce qui va un petit peu faire la différence. Donc voilà.
Non, mais l'attaque des Nuggets est assez extrêmement atypique en ce sens. Et ça me fait un peu penser aux Warriors, en fait, finalement, où pendant des années, on a dit, bon, ben voilà, Steve Kerr a pris un peu la motion offense des Spurs, il a mis au goût du jour des Warriors avec plein de systèmes, et notamment autour de Stephen Curry, ce mouvement off-ball, etc. Et on s'est dit, ben, c'est vrai que pourquoi il n'y a pas plus d'équipes qui jouent comme ça, et voilà, pourquoi ça fait pas un peu plus école. Et en un sens, on se rend compte aussi que, bah non, parce qu'en fait, Curry est à ce point unique que tu peux pas totalement reproduire ce style de jeu. C'est pas possible, ouais, même pas en termes d'équipe, mais même à l'échelle individuelle, on se dit, mais pourquoi il y a pas des joueurs qui jouent comme Curry, un peu on et off ball en tant que star. Et en fait, il y en a qui le font un peu, mais c'est juste qu'ils n'ont pas le niveau de shoot, donc le côté off ball est bien moins grand. En fait, ça fait une différence énorme, quoi. Ils sont peut-être un peu moins bons au shoot, mais du coup, l'impact en termes de gravité, de création de décalage, il est amplifié, quoi. Il est beaucoup plus grand que la simple différence au shoot. Mais bref, pourquoi je dis ça, c'est parce que je trouve que c'est un peu pareil avec Denver. Clairement, avec ce côté où il y a des candidats, hein, dès qu'on parle Jokic et de copie, on pense de suite à Sabonis ou à Sengun. Mais Sengun est un peu pas encore utilisé comme ça, donc on verra plus tard, mais je pense qu'il n'a pas non plus le même potentiel au scoring. Mais l'autre, le modèle, voilà, c'est Sabonis. Sabonis, les Kings vont essayer de faire ça, et ils font un peu ça, hein, clairement, mais déjà, c'est pas totalement pareil, parce qu'il y a quand même un gros driver qui est De'Aaron Fox, et voilà, on n'est pas totalement sur le même type d'attaque. Mais la différence, c'est entre Sabonis et Jokic, c'est la capacité à scorer, en fait, très simplement. Et la force pour moi de Denver, c'est pas que l'aspect héliocentrique, allez, tout le monde court et tout le monde est autour de Jokic qui fait les bonnes passes plein centre du terrain. Il y a aussi un côté où, voilà, quand les mouvements ne marchent pas et sont absorbés, Jokic, il peut, de toute façon, il peut y aller tout seul, quoi. Il peut créer et il peut scorer. Et donc, c'est d'autant plus cette menace au scoring qui fait que quand tout le monde est couvert sur les cuts et sur le passing autour de lui, il peut enfoncer au scoring. Et justement, c'est parce qu'il peut aussi enfoncer au scoring que, du coup, en conséquence, les mecs se découvrent et vont pas couvrir les autres cuts et ils vont se concentrer autour de lui. Et voilà, c'est le serpent qui se mord la queue si vous êtes une défense, et c'est donc le cercle vertueux si vous êtes l'attaque de Denver. Et c'est ce qu'on n'a pas Sacramento avec Sabonis qui n'a pas ce côté scoreur un peu implacable. Et bon, bref, tout ça pour dire qu'en effet, l'attaque Denver est un peu une anomalie, et je pense qu'on parlera souvent dans le futur de, ah oui, on peut créer des attaques avec un passing hub, comme on dit, au milieu de tout ça. Mais de là, le répliquer totalement, ça me paraît compliqué, parce qu'en fait, personne n'est Jokic comme personne n'était Curry, quoi. C'est ça. En fait, je pense que plutôt que de se dire qu'il faut répliquer, faut accepter le fait que c'est des joueurs que tu vois qu'une fois dans l'histoire de la NBA, et que en fait tu peux pas reproduire leur jeu. Par contre, en fait, ce que eux apportent de manière très unique, ça va devenir en fait des outils que toi tu vas utiliser avec beaucoup plus de parcimonie par la suite. Ouais. Parce que en fait, je pense que aujourd'hui la formation des intérieurs fait que en fait tous les intérieurs vont être formés pour pouvoir faire un minimum de ce que fait Jokic, et donc tout le côté passing au poste haut notamment est devenu un peu une norme dans le basket. Mais voilà, de la même manière que tu pourras pas reproduire un shooter et avec une animation off-ball telle que Stephen Curry, tu pourras pas reproduire quelqu'un qui est à la fois élite à la passe et à la fois élite au scoring. Et donc on voit des joueurs où on se dit, ah bah tiens, il lui ressemble, mais je pense par exemple que Alperen Sengun est une version light dans tous les cas de ce qu'est Jokic, et sera toujours une version light de ce qu'est Jokic. Et effectivement, Sabonis par exemple n'a pas l'autonomie sur le scoring qui fait que du coup le danger n'est pas le même, et donc tu peux pas en fait construire un système qui est aussi létal. D'où le fait d'ailleurs que l'association avec De'Aaron Fox fonctionne, parce que il apporte beaucoup plus de percussion, je pense, que ce que peut faire Jamal Murray. Mais oui, voilà, c'est des trucs qui vont faire partie de la formation, qui vont être réutilisés par des coachs, mais tu n'auras pas un Nikola Jokic. Et donc en fait, cette équipe Denver, faut en profiter, parce que on en reverra peut-être jamais une équipe qui attaque comme ça, ou pas avant 10-15 ans, quoi. En fait, tu pourras jamais reproduire au 1 pour 1, en fait, à l'identique. Je pense que, tu vois, l'attaque des Warriors, un côté motion offense, un côté voilà, un peu comme les Spurs, mais tu pourras pas reproduire exactement les Warriors 1 pour 1, mais tu peux en prendre un peu en partie, et voilà, et faire marcher un truc, hein. Tu peux avoir un peu de 40%, 60%, 70% attaque Warriors, plus autre chose à côté, parce que tu peux pas avoir 100% comme les Warriors, parce que t'as pas Curry. Pareil pour Denver, pareil d'ailleurs pour LeBron, hein. Franchement, qui a réussi à reproduire le modèle héliocentrique de drive pick and roll de LeBron? Personne, quoi. Soit t'as des modèles qui ont été un peu trop caricaturaux, à la James Harden et autres. Enfin, Luka Doncic aussi un peu caricatural, et en plus pas autant un peu plus rigide dans le profil, et pas ce côté de LeBron qui finalement était héliocentrique mais pouvait aussi faire des trucs off-ball et autres. Bref, LeBron c'est pareil. Beaucoup d'attaques se sont mis à faire ça, mais impossible de reproduire la LeBron offense 1 pour 1, quoi. Donc, mais alors justement, si tu me permets, je peux enchaîner, parce que moi aussi j'avais quelques chiffres sur cette attaque assez particulière finalement, donc c'est bien que t'en parles, je peux enchaîner. Moi j'avais 28
c'était le rang au lancer franc. En tout cas, au taux de lancer franc, au free throw rate, le taux de lancer franc, 28 sur 30, c'est pas bon, hein. C'est pas bon, Jérémy. C'est pas très bon. Et c'est un peu la faiblesse de l'équipe, entre guillemets. Mais comme dit, c'est aussi cette attaque qui enfin, c'est une faiblesse de facto, ok, mais ça fait aussi partie stylistiquement de ce que propose cette attaque. Et bon, on a un peu les 4 facteurs, les 4 factors, les 4 facteurs stats qui définissent un peu une attaque ou une défense: adresse, turnover, rebond et lancer franc. Ils sont top 10 au niveau de l'adresse, donc ok, top 10 au niveau des turnovers, donc pas moins de pertes de balles qu'avant d'ailleurs, ils sont assez bons là-dessus. Très haut rebond. C'est ça, très haut rebond, 6ème, et par contre, peu de lancers francs. donc voilà, et d'ailleurs, on remarque un peu un déclin depuis 3 ans, où ils étaient 18ème, puis 24ème, aujourd'hui 28ème sur 30, donc quasiment dernier de NBA en provocation de lancer franc. Donc voilà, ça veut dire que t'es moins bon qu'un groupe Charlotte, Washington, Détroit, voilà, il y a au moins une de ces équipes qui est meilleure que toi, c'est pas top. Mais non, voilà, en fait, historiquement, Denver a jamais été très bon là-dessus, avec Jokic, mais parce que, comme dit, c'est pas le style de l'équipe, et t'as parlé du drive, c'est aussi le compromis, c'est que t'as un peu ce style qui va tourner autour de Jokic, pour caricaturer, hein, mais t'as pas de gros drivers comme t'as dans la majorité des autres attaques NBA. Donc t'as pas aussi forcément ce côté classique de on attaque le panier, on va chercher des fautes. Denver, il n'y a pas ça. Denver, il n'y a pas ce côté agressivité. Et en plus, c'est vrai que t'as un personnel aussi, je pense que tu pourras en parler, mais t'as un personnel où la majorité sont pas des bons provocateurs de fautes, hein, finalement. La locomotive, c'est Jokic, mais qui, par rapport aux autres locomotives de NBA, est une superstar qui va assez peu au contact et chercher le contact. Donc voilà. La deuxième, c'est Murray qui est assez nul dans l'exercice. Troisième locomotive de l'attaque, c'est Porter Junior qui est pas nul, qui est catastrophique dans l'exercice. Et puis après, bon, il reste les role-players, mais voilà, dans la rotation principale, j'en ai noté 3 sur 10 qui étaient au-dessus de la moyenne en termes de provocation de lancer franc. Donc c'est assez peu, et ce qui est... Après, je te pose la question aussi, est-ce que vraiment c'est un problème ou pas ? En fait, je pense que c'est pas un problème dans une série de 82 matchs. En fait, dans une série de 82 matchs, Denver a affirmé son style et il s'en sort très bien comme ça. Et des fois, la stat dont tu parles, des fois quand je la regardais, je me disais à quel point aussi on peut pas la lier, outre le fait effectivement qu'il n'y a pas de driver implacable, et voir qu'il n'y a pas de driver tout court, au fait qu'ils sont aussi très bons pour obtenir des tirs ouverts dans la raquette, et au fait que Nikola Jokic, malgré un jeu assez physique, il n'a pas la puissance et l'implacabilité, par exemple, d'un Joel Embiid, qui fait que tu vas faire faute pour défendre sur lui. Et donc, bah oui, Denver est comme ça, et sur une série de 82 matchs, ils s'en sortent plutôt bien. Là où je pense que c'est un problème, c'est une fois que tu arrives en playoff, parce que tu es sur des séries où tu vas avoir des match-ups particuliers, et des fois sur des match-ups particuliers, ce dont tu as besoin, c'est de plus de percussions pour créer des espaces pour tes coéquipiers. J'ai pas trop envie d'entrer dans les playoffs, parce que c'est pas l'objectif, mais la série contre Minnesota, c'était un peu ça. T'avais pas de joueurs qui étaient autonomes, et du coup, Nikola Jokic était un peu coupé du reste de ses coéquipiers, et à tel point que on en venait à se dire, par exemple, un joueur comme Bruce Brown, qui a joué plutôt ailier plus qu'arrière dans l'ensemble de sa carrière, c'était un manque tactiquement en play-off, parce que lui, en fait, il est capable, très haut volume, mais d'apporter une alternance que Denver n'avait pas. Et donc oui, je pense au fond que c'est un problème une fois en play-off, mais comme tu l'as dit, Denver a investi son effectif et son argent de manière à rendre Nikola Jokic viable en défense, et avoir des joueurs qui fonctionnent bien autour de lui offensivement. Effectivement, si Jamal Murray avait un premier pas plus rapide, ou arrivait à faire plus d'écart en 1 contre 1, ça aiderait l'équipe à mieux performer. Mais l'attaque est construite comme ça, elle est très bonne dans le reste des éléments qui permettent de juger une attaque. Et oui, malheureusement, ça peut des fois apporter une certaine rigidité offensive, quoi. Après, je te pose la question parce que je sais que pour beaucoup de fans de Denver, ça peut parfois être une frustration. Et je peux comprendre, et en même temps, comme dit aussi, c'est une conséquence stylistique, et pas le style pour le style, la beauté du geste ou de l'attaque, mais ta manière de jouer provoque aussi ce genre de résultat. En plus, quand, comme dit Jokic, c'est pas son style. Je pense que il peut être implacable, il peut être mais il va toujours plutôt chercher l'ouverture de l'angle pour le lay-up, parce qu'il peut le mettre avec son toucher fabuleux. Donc c'est plutôt ce style-là, un peu à rechercher l'ouverture et le bon angle de tir, plutôt que comme Embiid, allez, je mets mon épaule j'enfonce l'épaule dans le torse du défenseur, et je bouge un peu et j'obtiens la faute, quoi. Et donc on n'est pas du tout dans le même style. Donc en plus, t'as ce côté héliocentrique, et au sens littéral, hein, pour le coup, pas vraiment héliocentrique comme avant, mais au sens où tout le monde tourne autour de Jokic, et puis voilà. Donc en plus de ça, t'as ce côté où ta locomotive, elle est pas une si grande locomotive en série régulière par rapport à cet aspect de provocation de faute.
Je suis pas sûr que ce soit un problème, comme tu dis, dans l'ensemble, parce que au-delà de ça, t'es quand même 5e meilleure attaque de NBA, et puis tu peux avoir des pointes qui sont très hautes, et puis plus tu s'en mets à Jokic, plus ça peut le faire aussi. Mais je peux comprendre un peu la frustration, mais voilà, je trouve ça marrant de parler de ça, parce que il y a plein d'indicateurs un peu comme ça, bizarres, et tu sens qu'on n'a pas affaire à une attaque classique, une attaque normale en NBA, avec voilà, très peu une attaque d'élite, mais qui a très peu de lancers francs, déjà c'est assez rare pour le coup, qui par contre va beaucoup au rebond offensif, donc ça c'est aussi un côté très gros, très puissant, très imposant, qu'ils ont réussi à développer, notamment avec Aaron Gordon, qui prend aussi très peu de 3 points. Ça c'est assez étonnant, parce que tu pourrais te dire voilà, t'as Jokic au milieu de tout le monde avec plein de shooters autour et plein de cuts, et paradoxalement ils sont 30e sur 30 en termes de shoot. Je sais pas si t'avais cette stat pour la suite. Heureusement 10e en adresse, mais effectivement oui, j'avais cette stat pour la suite de 31,2 tirs à 3 points par match, qui est nettement moins que les concurrents. Ouais. Et puis pareil, hein, très peu de turnover. Je crois qu'ils sont quasiment derniers de NBA. Je crois qu'il doit y avoir Miami en termes de encore pire, mais voilà, très peu de pick and roll, peu de turnover. Bref, c'est un peu, c'est une attaque très atypique finalement. Quand tu lis, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? On a une bonne attaque ou une mauvaise attaque sur les critères un peu indicateurs classiques. Et après, bon, je te laisserai développer sur le spacing du coup. Mais voilà, c'est l'attaque de Denver. Il n'y a pas beaucoup de lancers francs. Mais alors on peut enchaîner, quelle est donc la 3e stat du jour à nous présenter, à nous proposer pour ces Denver Nuggets 2024? Bah écoute, dans la continuité, du coup, on peut partir là-dessus. Hein. C'est effectivement ce faible volume sur le tir à 3 points, qui est en fait lié à ce qu'on disait plus tôt, et déjà la forme de l'attaque et le fait que c'est une équipe qui est très très forte dans l'attaque du cercle, et c'est ce que tu veux quand tu coaches une équipe, c'est effectivement de maximiser cette attaque du cercle. En contrepartie, Denver qui est pas non plus derrière une équipe qui tire énormément à mi-distance, hein. Donc on voit bien que elle joue tout sur cette capacité à attaquer le cercle, et je pense que la réussite vient en fait du passeur principal de cette équipe-là, en fait, qui génère quand même beaucoup de tirs qui sont relativement libres pour ses coéquipiers. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que ça ne génère pas énormément de shoot ouvert, en tout cas de shoot saisi à 3 points. Alors il y a une belle adresse, mais je pense que c'est aussi une particularité de cette équipe, hein, c'est que Nikola Jokic finalement, il a peu de ballons en fin de circuit, et c'est pas un excellent shooter à 3 points. Tu as Aaron Gordon dans l'équipe qui fait que tu es un petit peu limité, et malgré effectivement la présence du duo Michael Porter Jr. KCP, qui pour le coup était 2 gâchettes, Denver manque un petit peu de solutions de loin, et donc a tendance à plutôt préférer essayer de se trouver des opportunités au cercle, quoi. Ouais, non mais c'est, comme dit, c'est un peu paradoxal, hein, parce qu'on a un peu cette image de le passeur autour et tu mets du 3 points. En plus, voilà, il y a un peu un côté attaque moderne, entre guillemets. En tout cas, il y a l'image. Et pourtant, il y a ce très faible nombre de 3 points tentés. J'essaie de retrouver un peu là au niveau des catch and shoot, très simplement. Mais on doit pas être très haut non plus. Je veux dire, catch and shoot spécifiquement, hein, pas aussi les pull-ups. Mais ça s'explique aussi, comme tu dis, par un personnel et un effectif sur le terrain. Il n'y a aucun qui a haut volume à part MPJ finalement. Et le reste, on a aussi des shooters beaucoup moins volontaires qu'on a pu avoir par le passé notamment. Mais Christian Brown, Peyton Watson. Alors Peyton Watson, il va être abandonné à 3 points, pas trop respecté. Christian Brown, il peut, mais c'est quelqu'un qui va préférer plutôt attaquer le close-out, aller au panier. Voilà, il y a c'est peut-être un manque, moi, tu vois, si on fait un peu le bilan. Je me demande à quel point est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une équipe encore meilleure, pour le coup, si tu injectais un peu quelques shooters en plus, en fait. Je pense aussi effectivement que c'est une vraie problématique, notamment parce que en fait on voit que finalement il y a des joueurs qui étaient laissés assez ouverts, même des joueurs qui avaient eu plutôt des bonnes adresses en saison régulière, ils n'ont pas suffisamment de volume pour être respectés une fois arrivés en playoff, et je pense que d'ailleurs ça a fait beaucoup de mal au run des Nuggets, et je pense que c'est une réalité aussi avec laquelle Denver doit faire face, c'est que il va falloir peut-être chercher dans le recrutement et donc dans la draft des joueurs qui soient capables un peu de rehausser ce volume-là, chose qui pour le moment va pas dans le bon sens avec le départ de KCP, quoi. Ouais. Donc j'ai retrouvé effectivement, mais en termes de catch and shoot, ils sont 3e pire de NBA. Donc c'est pas comme si il y avait un énorme écart entre pull-up, catch and shoot. Non, là aussi on est pas bon, et
il y a un peu un côté, je me dis, où avec quelques shooters à haut volume en plus, peut-être que justement l'attaque pourrait peut-être devenir encore plus redoutable, encore plus implacable, encore plus inarrêtable, parce que voilà, bon spacing, les défenseurs hésitent à abandonner, donc encore plus d'espace à l'intérieur, donc encore plus de tirs au panier, comme on l'a précisé. Il y a un peu cet effet d'amplificateur en fait avec le shoot, et c'est vrai que malgré tout, encore un truc atypique à rajouter à cette attaque, c'est que voilà, on a une attaque pas classique du tout, pas drive, et en plus qui n'a pas non plus un volume à 3 points si grand que ça par rapport au standard d'aujourd'hui, quoi. Donc ça, malheureusement, si on ferme un peu la page bilan 2024, qu'on se projette en plus sur 2025, bah c'est vrai que la perte de KCP pas trop remplacée, elle va faire un peu de mal aussi, quoi. C'est ça, d'autant que tu le remplaces par Christian Braun, qui est un shooter et un joueur en fait qui, je trouve, représente un petit peu tout ce qui va pas bien, mais en tout cas tout ce qui fait un peu les faiblesses aussi de cette équipe-là. C'est un joueur qui est pas forcément très autonome balle en main. Mike Malone a essayé de le responsabiliser en ball handler en début de saison, c'était catastrophique. Et effectivement, c'est un joueur qui ne vit que dans la transition, mais sur l'attaque placée, il a du mal à prendre ses 3 points et à les mettre. Et il n'est pas non plus autonome pour aller chercher des points près du cercle. Donc c'est vrai que cette problématique à 3 points, je pense qu'elle va perdurer et c'est dommage parce que je pense que ça abaisse le plafond de l'attaque des Nuggets. Donc voilà, ouais. Mais ce qui est marrant, je trouve, par contre, c'est quand, et d'ailleurs on va le voir dans tout l'épisode, c'est que les stats à Denver sont toujours très polarisées. C'est soit élite, soit vraiment médiocre. Et Ouais. le 3 points n'y réchappe pas. Et pas d'une manière comme, en tout cas pas de la manière dont on pourrait imaginer en voyant le jeu des Nuggets. C'est contre-intuitif, je trouve. J'avais noté, c'était une de mes stats, 41,5%. C'était la réussite de KCP depuis qu'il est arrivé à Denver, donc depuis 2 ans. Donc voilà, ça fait un shooter d'élite qui est parti et qui était à 4 par match à peu près, donc pas non plus un énorme volume, mais il y avait un peu ce truc en plus avec lui qui était sympathique, c'est-à-dire que c'était pas qu'un catch and shoot un peu statique dans le corner, notamment il y a pas mal d'actions, tu sais, où il développait avec même un jeu à deux avec Jokic, avec les fameux dribble and off, où il vient depuis le Ouais. corner, il fait un jeu de main à main, et puis soit il prend le 3 points, soit il prend un peu un dribble, et il Soit prend le pull-up à mi-distance, ouais. Et mine de rien, ça rajoutait aussi un dynamisme que tu n'as plus tellement, parce que ce côté pull-up, ou en tout cas dangerosité de périmètre, tu l'as pas retrouvé avec personne d'autre, quoi, je trouve, cet été, en fait. Non, non, non. Alors, est-ce que ce sera l'occasion de mettre Michael Porter Jr. à plus haut volume dans ces conditions-là, ce qui, je pense, est souhaitable au fond, Ouais. je sais pas si toi, tu as des stats sur Michael Porter Jr. ou si tu as prévu d'en parler, mais c'est un joueur qui est quand même assez frustrant dans la mesure où il est tellement fort dans ce qu'il fait que tu aimerais qu'il soit plus impliqué et tu aimerais aussi qu'il gagne en autonomie. Et peut-être que le départ de KCP, c'est aussi l'occasion d'avoir ce type d'action parce que les deux se ressemblent beaucoup. C'est deux très bons shooters. Un qui a tendance à dégainer plus que l'autre, mais les deux ont cette limite par contre que KCP avait ok, ils reçoivent la balle sur dribble and off, par contre c'est ou un pull-up à 3 points ou un pull-up à mi-distance, mais tu les imagines pas trop faire autre chose. Et c'est à la fois un peu une faiblesse de Denver, mais ça faisait partie aussi de des options qui étaient à disposition et tu en perds une. J'ai cru que tu allais me dire, quitte à le payer aussi cher, autant l'utiliser, quoi. Le Michael Porter Jr. C'est un peu l'idée, quoi. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté où tout ce qui est shoot et dribble and off et un peu ce côté jeu à deux avec Jokic, avec menace de shoot, c'est vrai qu'il y a lui, quoi. Alors, il y a Jamal Murray pour le pick and roll classique, on va dire, et pour le jeu à deux plus complet. Mais là-dessus, c'est vrai que Porter Jr. est aussi une option. Moi, j'avoue que le petit Julian Strawther, qui n'a pas beaucoup de joué, encore une fois, cette année, blessure et défense pas top, mais j'aime bien, franchement j'aime beaucoup et je pense qu'il y a un truc potentiellement hyper intéressant. Et il semble avoir un shoot de haut niveau et même un peu de dribble, un peu de bon passing, plutôt une bonne intelligence, donc j'ai hâte de voir aussi, mais clairement il faudra un peu compter sur ce genre d'émergence un peu de nulle part, parce que bon, comme dit, on est en 2024, on fait le bilan, on se projette pas, mais on avait un des meilleurs 3&D de NBA, je pense assez clairement avec KCP, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je suis très d'accord avec toi sur Julian Strawther. Moi, ça faisait partie des trucs que j'avais mis pour la fin éventuellement. Mais moi, ce qui me plaît avec lui, c'est qu'on parle de ces joueurs qui ont tendance un petit peu à refuser le tir à Denver ou à pas être des shooters suffisamment bons pour se permettre d'en prendre en volume. Il y a un échantillon très faible, il a joué qu'une 40aine de matchs, une dizaine de minutes par match, et moi ce que je trouvais fou c'était sa capacité à prendre des tirs et pas avoir peur en tant que rookie qui débarque dans une équipe championne à prendre des responsabilités. Il avait un usage de 20% sur cette première saison, alors qu'il avait un rôle extrêmement mineur et je trouvais que c'était notable, d'autant que le shoot, même s'il n'a pas été bon cette première saison, il a potentiel à être excellent, je trouve. Oui, et puis c'est un shoot très
comment dire, c'est un vrai shooter quoi, avec un Ouais, c'est shoot très naturel, assez ouais. divers quoi. C'est pas allez, reste dans le corner et t'essaies de construire un catch and shoot. Non, c'est un mec qui a du pull-up, qui peut dégainer en sortie de dribble, en sortie d'écran aussi. Il établit très très vite ses appuis. J'ai une image de match là contre Dallas où il fait une sortie d'écran sur une remise en jeu ligne de fond et puis en 2-3 pas, hop, footwork parfait. Je balance la jambe un peu en avant pour l'équilibre et puis parfait. Toucher de balle, voilà. Moi je suis vraiment très très chaud sur son profil. Il a fait 3 ans de fac, mais il avait encore que 20 ans quand il se faisait drafter. Donc voilà, un rookie de cette année. J'ai au-delà de son minutage, j'ai pas d'autres stats parce que comme dit, il a joué que même pas 500 minutes, donc j'ai pas voulu insister là-dessus. Mais clairement, vu qu'on parle un peu de spacing, pour moi ça peut être un coup. Et on sait que là encore, hein, pour dézoomer peut-être un peu plus largement, on sait que c'est aussi une des forces de Denver. C'est cet aspect de développer des projets et développer des jeunes. Ça arrive depuis 10 ans en fait. Hein. Clairement, ce côté, on draft des mecs et même les mecs qui sont draftés 20e, 25e, on arrive à en faire des choses. Alors à l'époque, même si on remonte, même sans aller jusqu'au début, mais même tu sais tout ce qui était Malik Beasley et Hernan Gomez, cette génération, voilà, ils l'ont poussé au maximum, ils ont échangé, il y en a une nouvelle qui est arrivée, etc. Ça, Denver, ils savent faire en tout cas. Ouais, ils savent très bien faire et c'est vrai que je trouve que là c'est le plus notable des projets en cours. Autant à la main, je suis pas du tout convaincu par l'ensemble des joueurs qu'ils ont pris, de ceux qui sont partis comme Colin Gillespie, à d'autres comme Tyson. Mais par contre, effectivement, Julian Schroeder, je pense que c'est le joueur le plus à suivre avec Peyton Watson parce qu'il y a un potentiel qui est clair, quoi. Je viens de me souvenir que vous aviez Bones Island il y a peu. Oui, Il a eu une bague ou pas d'ailleurs? Non, il est aux Clippers. Hein. Oui, mais tu sais, comme quand tu fais un bout de saison, t'as le droit à ta bague parfois. J'ai jamais compris ce truc-là, mais je sais pas, du coup je pense pas, mais ouais, ouais, j'ai jamais compris le principe. Allez, pour un joueur comme Varejao qui a passé 30 ans dans la franchise et qui part l'année. J'allais en parler. Mais pour un joueur que t'as foutu dehors parce qu'il se plaignait de pas avoir assez de ballons alors qu'il faisait n'importe quoi avec, ouais, je sais pas quoi. Non, Varejao, ce qui était extraordinaire, c'est que le mec il passe toute sa carrière aux Cavs, y compris finale 2015 perdu, pas de titre. Quelle horreur. Et puis ensuite en 2016 il va aux Warriors en cours d'année et c'est les Cavs qui gagnent quoi. Là c'était ouais. C'est pour ça que là tu vois je comprends si les Cavs en donnent une, même si ça doit être horrible pour le joueur, mais au moins on reconnaît ton œuvre alors que ouais bon Bones Island. Et à la draft, vous avez pris qui d'ailleurs parce que là, je vois que sur Basketball Reference, il y a Ryan Dunn, mais il a été échangé à Phoenix. Donc vous avez pris qui? Ouais, et alors le nom m'échappe, mais il est blessé pour la saison de toute façon. Donc, Ah d'accord, ça commence bien. Ça, c'est parti sur des petits croisés pour lancer la carrière à Denver. Darren Holmes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais, ok. Bon, bah s'il est blessé, il va pas régler le problème du spacing alors. Non, puis de ce que j'ai compris, on était plutôt sur un intérieur. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Moi, je t'avoue que là, je suis encore dans la phase, je connais pas les noms, pour moi, c'est comme des régènes de Football Manager. Ouais. C'est des noms, ah ok, bon, enchanté, je ne vous connais pas encore. Mais ok, très bien pour ta troisième stat du jour. Eh bien, moi, ma troisième, je vais proposer, tiens, restons là-dessus, tant qu'à faire. On peut fermer le sujet avec ça. Sur l'attaque et sur Jokic. Moi, c'est 4. Puisque c'est le nombre de saisons de Nikola Jokic avec plus de 29% d'usage. J'ai pris 29, hein, pas 30, pas la 30 de la barre symbolique, parce qu'il y a des fois il a 29,5, bref. Donc un gros volume de stars, grosso modo. Plus de 29% d'usage, plus de 110 de true shooting plus, donc plus de 10% d'efficacité par rapport à la moyenne. Et ben voilà, il a déjà 4 d'affilée. et c'est pas rien. C'est pas rien d'être à ce niveau de déjà 4 saisons d'affilée à moins de 30 ans, hein, en plus, si on rajoute cet élément. Il n'y a pas tant que ça de joueurs qu'à moins de 30 ans ont 4 saisons à plus de 10% d'efficacité relatif à la moyenne de l'époque. Je crois que dans le lot, il y aura des James Harden et Shaq qui doivent être à plus de 5 ou 6. Durant, LeBron aussi doivent être par là. Curry, je crois qu'il est à 4. Avant ses 30 ans, il est à 4 avec Curry, Giannis, voilà, ce genre de compagnie, en grosso modo. Donc voilà, en fait, j'ai pas grand chose à dire de plus, c'est juste qu'on le connaît tellement, Jokic, surtout sur le Basket Lab, j'en parle assez régulièrement. Je t'avoue que j'ai pas trouvé des trucs inédits à dire sur lui. Là, c'est plus dur, si ce n'est que c'est peut-être la première année, en 4 ans, qui nous a déçus. Déjà, en 2021, quand il fait un plus 13%, c'est un score historique. Hein. Déjà, sur un tel volume, c'est un score historique, et c'est sans même parler de tout ce qui apporte du passing, etc. Mais bon, plus 13% d'efficacité relative à la moyenne, c'est extraordinaire. Ensuite, il enchaîne 117, donc plus 17%, on se dit, ah ouais. Ensuite, 121, la barre symbolique des 120. 21, la seule année où il n'est pas MVP, c'est sur les 4. Exactement. Et là, il fait sa moins bonne.
Ouais, alors que c'est peut-être la meilleure saison individuelle offensive de l'histoire, peut-être. Mais voilà, et donc là il retombe à 112. Oh là là, qu'est-ce qu'on est déçu, il est à peine à plus de 12%. Je l'avais mis en plus, je l'avais aussi dans mes stats, je m'étais dit faut le placer ça. Ah non, mais c'est incroyable. Bon, après, c'est pour la blague, évidemment. Mais non, mais ce qui est toujours aussi intéressant avec lui, c'est que, tu vois, contrairement à Jamal Murray, on en parlera, je pense, mais lui, la différence entre playoff et saison régulière, on la voit pas trop, quoi. C'est-à-dire que l'efficacité, elle se maintient, ce qui est pas le cas de tous les créateurs offensifs. Et en fait, lui, c'était le cas, en fait, c'était totalement le cas. Donc, ce côté un peu implacable au niveau du scoring. Et puis, comme j'ai rien trouvé de nouveau à dire, j'avais envie de redire au cas où on a sans doute des nouveaux auditeurs qui n'ont peut-être pas entendu cette stat et qui vient boucler la boucle par rapport à cette attaque assez atypique. Mais j'adore cette stat. En termes de touches par match, le nombre de fois où il a la balle entre les mains, il est premier de NBA avec 101 par match. Donc, c'est-à-dire qu'il avait la balle, il possédait la balle, pas qu'une touche physique, il possédait la balle 101 fois par match, premier total de NBA, d'un côté. Par contre, le nombre de temps passé avec la balle quand il l'avait, il était à peine à 2,83 secondes par touche de balle. C'est le 135e total de NBA. Voilà, ça Comment résumer Nikola Jokic ? Je pense qu'il n'y a pas meilleure illustration que ce différentiel entre c'est celui qui touche le plus de fois la balle dans un match, mais par contre, en termes de temps passé avec la balle entre les mains par touche de balle, par le nombre de fois où il a la balle, il n'est que 135e de NBA, donc évidemment très très loin de tout ce qui est Luka Doncic, les meneurs un peu monopolisateurs de ballon, pardon. Rien de très nouveau, mais au cas où on a des nouveaux, c'est toujours bien de rappeler les classiques avec Nikola Jokic, qui, est-ce qu'on a besoin de dire que c'est un des meilleurs attaquants de l'histoire, assez clairement. Ouais, non, mais clairement, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter, mais c'est vrai que c'est cool d'en parler, parce que je pense, quand on a eu le titre l'année dernière, j'ai essayé de me dire, ok, qu'est-ce que tu peux dire sur Nikola Jokic, qu'est-ce que tu peux raconter qui soit pas nouveau, même si j'avais envie de faire un article sur lui, et je trouve qu'effectivement, c'est cet alliage de capacité à manier un grand nombre de ballons, mais à le garder, à le monopoliser très peu, et donc arriver à faire profiter de ce Q-Basket qu'il a aux autres, c'est probablement ce qui représente le mieux son jeu, peut-être plus que la stat d'origine qui est son True Shooting Plus. Le True Shooting Plus, c'est ce qui fait que c'est un joueur all-time, mais je trouve que ce Q-Basket, cette capacité à faire bouger la balle de cette manière, c'est probablement ce qui représente le mieux ce qu'est Nikola Jokic, quoi. Ouais. Oui, puis on en rigolait, il est passé de plus 21% l'an dernier, qui est donc un des 5 meilleurs scores de l'histoire sur un tel volume, à peine plus 12%. Sachez que probablement que votre superstar préféré, pour 80% d'entre vous, n'a jamais fait ce score, clairement. C'est ça. Donc voilà, on est dans une zone extrêmement élevée, à part des LeBron, Curry, Durant, Giannis l'a fait aussi une paire de fois, mais je crois qu'un Kawhi n'a jamais approché ça. Je suis pas sûr, je pense pas que Lillard l'ait fait. Harden a dû le faire quand même quelques fois, mais voilà, on est à un niveau extrêmement haut, donc voilà, si vous connaissez pas la stat, comprenez un peu l'ironie de ce très décevant 112 qui est seulement extraordinaire et qui est pas magique, qui est pas un alien comme l'an dernier. Mais voilà, oui, puis oui, stat aussi intéressante sur Jokic. Le on-off, il est quasiment à plus 19 points par 100 possessions de on-off. Donc avec et sans lui, le différentiel par 100 possessions est de plus 19 points. C'est extraordinaire. Bon, après, c'est toujours rigolo parce que on sait que son backup, justement, il a pas de backup. Donc, plus ton backup est mauvais, plus ton on-off, il va être grand, évidemment. Donc, parfois, la stat peut être un peu enflée, il faut pas prendre ça au pied de la lettre. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que, justement, c'est pas qu'une question de backup pour moi. Quand tu regardes non pas le on-off, mais le oui, justement, donc les with or without you, pas que Jokic, pour pas comparer avec Jokic et donc par rapport à DeAndre Jordan, mais tu regardes par rapport à Jamal Murray aussi. L'attaque avec les deux, elle est extraordinaire, 128 d'offensive rating. Ok. L'attaque avec seulement Jokic, 120 d'offensive rating. Ok. L'attaque avec que Jamal Murray, 107. Et l'attaque avec aucun des deux, 107 également. Donc, bon, ça on le savait aussi, Jokic est plus fort que Murray. Mais je veux dire, c'était aussi pour backer un peu ce côté les on-off, où on peut me dire, oui, les on-off, ils peuvent être fabuleux parce que t'as des André Jordan qui est nul, donc ça booste un peu les chiffres. Ok, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que, même modulo ce côté facteur, le facteur du backup qui est un peu nul, on a quand même un des joueurs les plus impactants de l'histoire de la NBA en termes d'attaque. Et il n'y a rien de plus à dire si ce n'est comme d'habitude en fait. Non, comme d'habitude, mais c'est vrai que déjà ça montre effectivement, on l'a dit au début, la différence entre le joueur numéro 2 et le joueur numéro 1 de cette équipe. Ouais. Et qui fait aussi que le titre de l'année dernière est beau, c'est que c'est compliqué en fait d'aller gagner avec une seule vraie superstar. Et Denver a pris sa fenêtre et l'a fait.
Mais il y a aussi le fait que, et je sais pas à quel point c'est facile de l'imputer au coach, parce que en fait ça veut aussi dire quand il sort que l'équipe doit jouer autrement, Ouais. et donc que pendant une douzaine de minutes par match, voire aller plutôt 15-16 avec Jokic, en fait tu dois être une équipe différente et tu dois arriver à faire fonctionner l'équipe comme ça. Et je pense que c'est pas si facile en fait de reprogrammer les joueurs à jouer d'une manière très différente soudainement pendant 4-5 minutes, puis reprendre le jeu autour de Jokic, et puis après voilà, se reformer autour. C'est pour ça que ça joue de manière très simple et que ça ne marche pas. Et donc oui, au-delà du fait que le backup, en tout cas les deux backups qu'à Denver sont plutôt faibles, il y a aussi le fait que l'équipe n'a toujours pas trouvé une formule qui fonctionne, hormis un temps très court pendant les playoffs 2023. Donc ouais, il n'y a pas de schéma pour remplacer Jokic et c'est compliqué, quoi. Non, mais effectivement, c'est une très bonne remarque et je pense que ça vient aussi peut-être participer à quel point est-ce qu'un Curry ou un Jokic est peut-être à ce point valuable. C'est que, comme tu dis, comme on l'a expliqué, en fait, ils sont assez uniques dans leur style. Donc forcément, sur le temps de jeu réduit où ils sont sur le banc, en fait, t'es un peu forcé de changer d'identité. Donc forcément, ça va être compliqué. Et donc forcément, peut-être que ça va aussi amplifier cet aspect. Ils sont très forts. Mais en plus, quand toute l'identité, c'est eux, et donc ils sont plus sur le terrain, t'es obligé de te réinventer complètement. Donc peut-être ça participe aussi à ce côté, la valeur avec et sans, je pense. C'est bon, ça fait aussi partie du package. Après, tant que vous l'avez, c'est quand même très cool. Bon, il y a plein de stats qu'on pourrait dire au niveau de l'isolation. Son efficacité augmente en playoff, sur isolation, évidemment. Nikola Jokic, il passe à 1,22 points par possession en isolation en playoff. C'est quand même extraordinaire. Le post-up, alors le post-up, ça baisse évidemment par rapport à la saison régulière, mais on est toujours très bon avec un gros volume. Bref, on va pas en faire plus. Et donc, je peux te lancer. Quelle est donc ta 4e stat du jour à nous présenter pour ces Denver 2024? Alors, plus 24,5 de net rating dans le clutch sur les 40 matchs qu'ils ont disputés dans cette saison régulière. C'est premier, évidemment, et de très très loin. Alors, comme idiot, j'ai pas noté combien était le deuxième, mais je pense que c'est en dessous de la moitié, clairement. Plus 24, c'est énorme. Plus 24,5, ouais. Donc ouais. c'est ce qui a fait, je pense, en fait c'est ce qui fait que la saison de Denver est peut-être en termes de domination un peu en trompe-l'œil. C'est que l'équipe fonctionnait tellement bien dans le clutch qu'elle gagnait beaucoup de matchs, mais mine de rien, pour une équipe qui était championne dont on aurait pu espérer qu'elle puisse un peu avoir de marge et un petit peu se reposer, en fait, elle a dû quand même s'employer, et notamment beaucoup employer, d'où la première stat, cette line-up de titulaires dans les fins de match pour obtenir la décision. Et ça, c'est, je pense, une des problématiques de Denver, c'était l'incapacité qu'on a retrouvée en playoff à jouer vraiment bien au basket pendant 48 minutes. Et autant ils étaient exceptionnels et du fait notamment de leur très bonne attaque et de leur capacité à monter le ton en défense. La défense de Denver dans le clutch cette saison était vraiment impressionnante. Mais par contre, la contrepartie, c'est que tu t'y retrouvais très régulièrement dans le clutch et des fois contre des équipes qui étaient beaucoup plus faibles que toi. Effectivement, ils sont premiers d'NBA. Et deuxième, alors pas si loin que ça, ce sont les Chicago Bulls, évidemment. DeMar DeRozan, ah oui, DeMar DeRozan. Habitué au clutch, bien sûr. Mais après, c'est vrai qu'il y a un écart assez énorme avec le troisième qui est à peine à 20 et ensuite le quatrième qui est à 15. Bon, en mettant un peu les nuances habituelles de le clutch, de toute façon, c'est un peu arbitraire. Comment est-ce qu'on le calcule en disant que c'est un échantillon assez réduit, mais en tout cas c'est aussi une stat qui vient recouper avec ce que tu as vu toute la saison, et c'est aussi pour ça que c'est bien qu'on ait aussi des fans de franchise à chaque fois qui viennent nous faire cette série. C'est que tu vois, c'est un truc que moi j'ai vu plein de matchs de Denver et tout, mais j'ai pas suivi chronologiquement non plus au jour le jour autant que les fans. Toi, tu nous dis aussi que c'était clairement une impression de cette année. Et de ce côté, finalement, c'est un problème qui a été récurrent tout au long de l'année. On sauve un peu les matchs à la fin, mais il y a peut-être pas ce côté domination un peu implacable, un peu énorme. Ouais, implacable, quoi. Je sais pas de mots. Ouais, non, mais c'est ça. Et tu sais, souvent, alors en plus, il y a eu cette discussion l'été dernier autour de Denver de est-ce que là, on ne voit pas une dynastie parce que ils sont dominants, etc. Et je pense que les gens étaient assez enthousiastes de leur manière de jouer au basket et le fait qu'ils aient vraiment dominé la campagne de playoff. Mais justement, en fait, cette saison régulière, pour moi, elle prouvait que certes Denver avait de la marge, et notamment parce que quand ils avaient leurs 5 titulaires ensemble et qu'ils devaient gagner un match, ils étaient capables de hausser leur niveau et vraiment de tuer les rencontres.
Mais le fait est que il y a eu cette problématique toute la saison de début de match qui était très très compliqué ou de retour de vestiaire qui était très compliqué. Et oui, je voulais illustrer ça plus pas pour la stat du clutch, mais plus pour voilà pour montrer que bah non, c'est pas une équipe comme par exemple les grands Warriors qui revenaient en seconde mi-temps, tuaient le match en troisième quart-temps et puis allaient se reposer pendant 12 minutes. On Ouais. n'était pas du tout là-dedans. Et donc la marche de Denver comparée à la concurrence, ouais, elle est minime quoi. Bah, d'ailleurs, on revient un peu à la stat que j'ai évoquée en premier, le net rating. C'est-à-dire que vous êtes à plus 6 points par 100 possession d'écart différentiel attaque-défense. C'est bien, hein, c'est très bien. C'est bien. On n'est pas mais sur voilà. même des Boston cette année ou des Warriors ou des mecs qui voilà, ils mettent des roustes et puis merci, bonsoir, quoi. Ils C'est peuvent ça. aller jusqu'à plus 9, plus 10, plus 11 points par 100 possession. On n'est pas sur ce modèle-là non plus, quoi. Non, non, et on voyait beaucoup d'équipes. Alors, cette année, il y avait moins, je trouve, de scores exceptionnels. Mais par exemple, quand on regardait l'année dernière, au tout début des playoffs, une fois que la saison régulière était finie, il y a pas mal d'équipes dont je me souviens qui étaient très au-dessus de ces plus 5,9. Et des équipes qu'on n'imagine pas comme tu vois, des prétendants au titre. Je me souviens qu'il y avait les Grizzlies qui étaient très hauts, il y avait les Cavs qui étaient très hauts. Ouais. Et donc, non, Denver, là, avec son plus 6, bah, ils ont pas forcément, en fait, ils sont pas arrivés forcément avec un aura d'équipe invincible en playoff. Donc, ouais. Et à quel point on avait un côté saison régulière qui est pris un peu pas par-dessus la jambe, mais un peu moins sérieusement et un peu, voilà, on se concentre un peu pour les playoffs. Parce que j'avais un peu cette impression l'an dernier, en 2023, de, bon, voilà, les trophées de MVP, c'est sympa, etc. Mais on y va plus doucement, surtout pour les blessures, etc. Et donc la saison régulière 2023 avait été tranquille, on va dire. On s'était pas dit, ah, il faut absolument qu'on fasse 65 victoires. À quel point on a eu ça cette année ou pas trop? Bah, je pense qu'il y a une course qui s'est un petit peu imposée quand ils ont vu que la concurrence était quand même solide ce serait bien d'être premier, qui les a un peu obligés à s'employer. Mais par exemple, tu vois, quand on parlait de la défense au début, où je disais, bah en gros, bah tu disais que c'est une très bonne attaque sur demi-terrain et Ouais. effectivement ce top 5 le prouvait. Ils étaient mauvais sur transition, mais par exemple, je pense que ça c'était un petit peu un calcul de, on va un peu s'économiser, on va pas non plus à chaque fois que ça part en contre-attaque revenir comme des dingues parce qu'on veut Ouais. s'économiser en saison régulière. Mais du coup, le prix à payer finalement, c'est que bah, tu tuais pas les rencontres. Et vu que tu tuais pas les rencontres, bah, tu te retrouvais à jouer des clutches. Et c'est usant en fait, ce moment-là généralement. Donc je pense effectivement que tu as raison, mais qu'en faisant des calculs, ils se sont un petit peu ratés et au final, ouais, c'était un petit peu négatif quoi. Disons qu'on avait affaire à une très bonne équipe, mais il n'y a jamais eu ce côté domination incroyable d'une énorme écurie, on va dire, comme parfois on peut avoir certaines années. On n'était pas là-dessus. Et finalement, tu vois, même à la fin de saison, j'ai le souvenir il y a le fameux match à San Antonio, là, Ouais. qui change un peu tout l'ordre des playoffs, le fameux, le flotteur de Devonte Graham. Hein. Mais non, mais même sur la fin de saison, ça jouait, quoi, parce qu'il y avait cette course à la première place. Et j'ai eu l'impression que ça jouait un peu plus que l'an dernier, où c'était, bon, ok, on y va tranquille. Là, cette année, mon impression, en tout cas extérieurement, c'était, ah ouais, même jusqu'à la fin, ils vont quand même essayer d'aller chercher le seeding le plus élevé, etc. Et même au final, Denver s'est un peu planté parce que bah, tu tombes contre les Timberwolves au deuxième tour qui sont un peu le Ouais. pire mismatch, quoi. C'est ça. Et ben oui, mais la différence aussi, c'est que l'année dernière, si tu te souviens bien, à partir de la fin mars, Denver avait tellement d'avance sur le second que, en fait, ils ont reposé tout le monde et que je crois que Ouais. Jokic a joué 2 matchs en avril, par exemple. Au point de perdre le MVP d'ailleurs. Hein. Exactement, au point de perdre le MVP, clairement, parce que c'est ça qui a fait la différence, je pense. Mais par contre, ça avait permis de faire 2-3 semaines de vacances avant les playoffs. Donc oui, cette année, il n'y avait pas cette marge-là, et tout simplement parce que la conférence Ouest était beaucoup plus forte. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça encore pour le coup, et ça fait partie de la saison, donc on peut en parler dans le bilan. Tu vois, on dit plein de stats etc. Et bon, c'était pas une équipe dominante. J'ai aucun mal à voir cette équipe dans un univers parallèle, hein, à imaginer cette équipe championne 2024, hein, pour le coup. C'est juste, entre guillemets, pour moi, c'est juste que en fait, Denver est tombé contre le pire match-up possible, en fait. Et combien d'autres équipes il existe qui ont à la fois ce niveau de talent défensif intérieur, donc cette capacité à avoir quelqu'un à mettre sur Jokic pour ensuite déployer Gobert off-ball, et en safety, en aide, en deuxième rideau, donc en 2 contre 1, et en plus d'avoir un tel niveau de défense extérieure capable d'annihiler tout décalage sur le fameux pick and roll Jamal Murray avec n'importe qui, et donc de couper complètement court à cette seconde unité et même cette deuxième source d'attaque, même quand Jokic est sur le terrain. Enfin, je veux dire, c'est le pire match-up possible. Et on a bien vu que voilà, une défense peut être extraordinaire contre Denver parce qu'il y a les outils parfaits et que Denver joue d'une certaine manière.
Et de l'autre côté, Dallas, qui est quand même une équipe pour moi moins fort que Denver, en tout cas sur ce qu'ils ont montré sur l'année, mais c'est le bon fit cette fois pour Dallas, et tu les élimines. Et tu vois, pour ça que je veux pas non plus partir jamais en trop grande conclusion, ils ont perdu le titre, etc. Pour moi, Denver aurait très bien pu faire un champion 2024, largement imaginable. C'est juste que t'es tombé sur le mauvais match-up. Et c'est aussi, voilà, moi je sais que je dis toujours, faut jamais exagérer ni dans un sens ni dans l'autre. On parlait de ça, tu sais, ce côté dynastie l'an dernier, combien de titres ils vont accumuler. Et moi l'an dernier, j'ai vu alors c'était pas un éclair de génie, c'était peut-être pour une fois je dis un bon truc, mais je disais mais attention parce que si ça se trouve l'an prochain, donc 2024, ils vont tomber contre un mauvais match-up au deuxième tour et puis ils seront éliminés et tout le monde va partir en catastrophisme quoi. Et c'est toujours un peu l'un ou l'autre quoi. Donc c'est pour ça que je voulais aussi parler de ça parce que ok, le match-up était très mauvais et vraiment il y a que les Wolves qui pouvaient stopper Denver, et encore ils l'ont pas fait totalement, la série était assez bizarre. Mais je sais pas toi ce que t'en penses, mais même sans cet aspect domination que tu nous as détaillé, j'aurais très bien pu voir Denver champion NBA en fait. Ouais, non, mais moi je suis d'accord. Quand on a justement fait la preview de cette série, moi je voyais Denver qui passait sur le fil à 4-3 parce que je me disais, effectivement, c'est le pire match-up que tu puisses croiser. Parce qu'ils ont effectivement les armes pour défendre à l'extérieur et à l'intérieur, et que ça va t'user. Et puis en plus, il y avait cette problématique de Jamal Murray qui était clairement pas à 100%, enfin, en tout cas qui avait pas l'air à 100%, et donc tu t'inquiétais qu'il puisse finir la série ou pas. Mais je suis d'accord avec toi, en fait, c'est pas que Denver ne pouvait pas gagner le titre, c'est juste que leur marge de manœuvre était plus faible, qu'il y avait au milieu une équipe que tu risquais d'affronter, qui allait soit te coûter très cher à passer, soit qui allait effectivement te battre. Mais par contre, comme tu dis, dans un monde parallèle où le seeding s'était fait autrement, j'aurais très bien pu voir Denver passer assez facilement contre Dallas, alors que Dallas a battu très largement les Wolves. Donc effectivement, c'est toute la complexité et la beauté des playoffs, c'est que t'as un seeding qui se fait et puis il suffit d'un mauvais tirage ou d'une conférence qui s'est réarmée en termes de concurrence et en fait tes chances de titre s'amenuisent. Donc oui, Denver a eu une très belle fenêtre en 2023 et ne l'a pas laissé passer. Elle s'est un petit peu refermée cette année, mais en soi ça faisait clairement partie des équipes qui avaient le plus d'armes pour aller au bout dans la conférence Ouest. Mais encore à ajouter cette fatigue. Tu vois. Bah ouais, parce que tu vois, OKC et Dallas, moi, honnêtement, j'arrive pas à voir comment une de ces deux équipes aurait pu gérer le problème Jokic à l'intérieur. OKC n'a aucun secteur intérieur. C'était un peu le problème, en tout cas maintenant il y a Hartenstein, mais à l'époque c'était soit Chet Holmgren, soit sinon soit c'est Kenrich Williams qui est un poste 3 qui joue backup 5, ou alors Jalen Williams qui se serait fait manger tout cru par Jokic. Et pareil Dallas, Dallas ils ont une rotation un peu plus solide, mais bon c'est des catch and finishers quoi, c'est deux pivots, catch and finish, ring runner et protecteur de panier, mais un peu en volume of ball, mais pareil, enfin je veux dire, je pense que Jokic il aurait pris Derek Lively et Gafford qui fait plein de fautes, il aurait mis dans sa poche les deux en 5 minutes quoi. J'exagère, je caricature, mais il y a un peu cette idée où le match-up était le pire possible pour OKC et Dallas contre Denver, et sauf que ils sont tombés sur la seule des trois restants qui avait le bon personnel. Mais tu vois, imagine le seeding est un peu différent, tu tombes contre OKC, tu les bats de l'autre côté, Dallas qui sont le fit parfait, ils éliminent Minnesota parce que le pick and roll et que voilà, personne peut stopper Doncic physiquement sur ce pick and roll contre le drop, ok. Ensuite, tu bats Dallas en finale de conférence. Et puis, finale contre Boston, qui, eux, avaient ce côté saison régulière, domination, etc. Franchement, moi, Denver-Boston, je dis pas que Boston aurait forcément perdu, mais pour moi, il y avait largement match, en fait. Ah oui, moi je pense que d'ailleurs Boston était bien content que Denver sorte en demi-finale de conférence parce que clairement pour eux c'était l'équipe la plus pénible à défendre, déjà pour des raisons communes, c'est que qu'est-ce que tu faisais contre Nikola Jokic, et du coup en général quand tu as du mal à défendre contre Nikola Jokic, ça crée tellement de problèmes qu'effectivement ça devient presque insoluble défensivement, et c'est ce truc-là auquel pouvaient répondre les Wolves, et c'est vrai que quand on a vu que en plus offensivement ça cliquait plutôt bien pendant le premier tour notamment, là on a commencé à dire ok, peut-être qu'ils peuvent les faire tomber, et c'est effectivement ce qui s'est produit. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour revenir du coup à la saison régulière, tu vois, par rapport au manque de constance un peu de Denver, c'est que mine de rien tu étais premier, la place a été quasiment acquise et tu allais perdre contre les Spurs qui avaient dû gagner peut-être 22 matchs dans la saison, et c'est un peu ce qui représente, je trouve, la saison de Denver, c'est cette capacité à vraiment jouer à haut niveau pendant 48 minutes et sur toute la saison. Boston l'a eu, Boston a vraiment écrasé la concurrence. Denver ne l'a pas fait, et y compris dans des matchs qui étaient un peu clés. Donc je pense que
Cette problématique-là, par contre, elle fait partie, on va dire, de cette identité-là. Et malheureusement, ouais, cette année, avec une concurrence plus resserrée, ça leur a peut-être coûté le titre, quoi. Parce qu'on a des deux cas. Hein. On a le cas aussi des équipes qui sont pas forcément dominantes de saison régulière et qui, en fait, en playoff, ça se transpose parfaitement. De type Denver l'an dernier, de type Miami l'an dernier, de type Dallas cette année. Voilà, parce que ça se transpose hyper bien. Et voilà. Et de l'autre côté, tu as aussi des équipes dominantes en saison régulière qui elles arrivent en playoff et c'est plus compliqué et puis ça cale, quoi. Et là, Boston est un bon exemple. Boston 2022, Boston 2023, Boston. Voilà. non, mais en vrai, il y a plein d'exemples comme ça. Même les Bucks, tu vois, les Bucks qui ont fait des scores incroyables en saison régulière. Et à chaque fois, ça se cassait les dents, mais parce que c'est pas pareil. C'est une question de match-up, question de fit, etc. Et même là encore, tu vois, on dit Denver, mais Minnesota a battu Denver. Alors oui, techniquement, mais enfin bon. Et vous menez de combien de points à la mi-temps du match 7 là, c'est pas cool de faire ça. Moi, je reviens, ça fait un an que je suis pas venu, et toi, tu reviens le couteau comme ça. Non, ce que je veux dire, c'est que tu vois, il y a ce côté, les Wolves ont battu Denver, ils ont battu. Bon, ça se finit à un match 7 qui se joue à pas grand chose, sur un run un peu qui sort de nulle part, et Money Time à la fin de match 7, quoi. Bon, battu, ok, on est pas si loin non plus que ça, quoi. Donc c'est. Bon. Non, mais effectivement, si le propos c'est de dire attendez, on va pas s'emballer pour une défaite parce que à la fois Denver effectivement est une bonne équipe et que l'équipe qui l'a battue était parfaitement construite pour, etc. Effectivement, je pense pas que cette défaite elle remette en cause du tout le cycle de Denver. Par contre, ce qui est dommageable par rapport à ce qu'on disait plus tôt, c'est qu'effectivement l'équipe n'a pas l'air de s'améliorer, sauf s'il y a des joueurs qui émergent. Et du coup, cette équipe qui avait pas non plus une marge au point de dominer 2 saisons d'affilée, elle aura pas plus de marge l'année prochaine a priori, quoi. Parce que le fameux, Minnesota, c'est parfaitement construit à l'antithèse de Denver. C'est vrai, ils auraient pu aussi perdre. Ça gagne pas à la fin. Non, mais ils auraient pu aussi perdre en étant l'effectif construit parfaitement en symétrie à Denver, tout en perdant sur match 7. Donc, voilà, faut toujours rappeler à quel point la chance aussi, la chance, c'est parfois le côté aléatoire plutôt. On peut le dire ça comme ça, a une place importante aussi en NBA. Mais voilà, alors. Est-ce que tu penses que si je fais une blague du genre les Boston Celtics doivent donner une bague à Jamal Murray, est-ce que les fans de Denver qui écoutent vont m'en vouloir ou pas? Moi déjà je t'en veux un peu. Hein. C'est dur quand même, c'est dur, ouais. Là le coup du Game 7 c'est pas encore passé par exemple. J'avais oublié. Justement. Blague à part, j'ai fait exprès de dire ça. Excusez-moi, fan de Denver, c'est une blague, c'est vraiment une blague. Non, blague à part, je voulais enchaîner avec ça justement parce que ma 4e stat du jour, moi c'était 52. Puisque c'est le rang de Jamal Murray en termes de drive, à l'efficacité au drive, donc 52e sur 57 joueurs, plus de 10 drives par match, donc parmi les gros drivers, Jamal Murray est 52e sur 57, et donc voilà, en chiffre brut, on est à 1,03 points par tir, tu la tires en fin de drive, donc voilà, 52e sur 57, en dessous, il n'y a que du Van Vliet, Garland qui a fait une très mauvaise saison, Caris LeVert, l'homme le plus inefficace de l'histoire de l'humanité, et Scoot Anderson, le rookie, qui a été assez catastrophique aussi de ce point de vue-là. Bref, on est sur une très mauvaise saison au drive par rapport à Jamal Murray, ce qui me fait me dire à quel point est-ce que il est totalement revenu de sa blessure ou pas, sachant que c'est pas non plus un driver de folie. Ça a jamais été, ouais. Voilà, mais donc en plus un peu blessé, je sais pas trop. Après, il me semblait quand même qu'il était en forme, mais voilà, en tout cas, saison très mauvaise au niveau du drive pour Jamal Murray. Sauf que, heureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Mais heureusement, on a quelqu'un qui a shooté à 42% à 3 points, donc ça a bien compensé, et même 48% sur les longs tirs de points. Voilà, alors 42%, on est bien au-delà de la barre symbolique des 40% qui est déjà élite pour les 3 points. Et 48, sachez que sur les longs tirs à 2 points, quand on est à 40%, déjà c'est bien. Voilà, on considère que c'est bien shooter à 40% sur les longs 2. Donc 48, on approche de le niveau Kevin Durant, le niveau élite des 50% sur les longs 2. Donc voilà, c'est un peu comme ça en fait que Jamal Murray a très bien réussi à compenser ce côté drive un peu catastrophique. Il a commencé par un shot making absolument incroyable cette année. Sur les longs tirs à 2 points, les jump shots, et puis sur les 3 points aussi. Sachant que le problème sur les drives, c'est pas tant la finition en elle-même, c'est pas tant le toucher de balle, parce qu'il est quand même plutôt pas mal là-dessus. En plus, c'est un meneur arrière de bonne taille, hein, donc c'est pas Trae Young, c'est pas Van Vliet, il n'y a pas cette limitation. Par contre, ce qui bloque, c'est, on l'a déjà un peu évoqué, c'est la provocation de faute. Il est à peine à 6% de shooting foul percentage, donc les fautes provoquées pendant une tentative de tir. Pour dire, hein, c'est au niveau de Ayo Dosunmu, tu sais, le 3&D de Chicago, de Cedi Osman, de Dyson Daniels, c'est même pire que Josh Giddey. Bon, voilà, on est sur un niveau de provocation de lancer franc qui est vraiment très très bas. Et heureusement que le shot-making compense, mais la question c'est aussi à quel point est-ce que ça pourra compenser, à quel point est-ce qu'on n'est pas légèrement sur une surchauffe du jump shot, parce que on connaît Jamal Murray, c'est un bon jump shooter. C'est pas un mec à 42% à 3 points en carrière, et c'est pas un mec à 50% sur les longs 2. Donc, à voir, parce que tu vois, si cette surchauffe un peu, revient un peu à la normale l'an prochain, et si le drive ne remonte pas, ça peut être un peu problématique. Qu'est-ce qui reste?
Non, mais en fait, ce que je trouve cette discussion là où elle est marrante, c'est que mine de rien, Jamal Murray, c'est un joueur qui a quand même maintenant pas mal de saisons NBA au compteur, et je trouve que ça reste toujours une énigme. Ouais. D'arriver à évaluer effectivement où il se trouve dans la hiérarchie. On l'a vu beaucoup trop haut après l'été dernier. Et là maintenant, la question c'est effectivement, une fois cet emballement passé, où est le vrai niveau de Jamal Murray? Et c'est vrai qu'on sait toujours pas. Effectivement, cette baisse au drive, elle est d'autant plus étonnante que il était limite mieux la saison d'avant, alors que là, pour le coup, il revenait de sa blessure. Ouais. Et effectivement, il en va de l'autonomie et de la réussite de l'équipe collective, parce qu'effectivement, comme tu dis, on le disait, c'est toi qui le disais, ça marche très très bien quand les deux sont sur le terrain. Ça marche très bien quand Nikola Jokic est sans Jamal Murray, mais c'est vrai que Denver a besoin de gagner des minutes où Jamal Murray est sans Nikola Jokic. Et, euh, et là, cette saison, c'était assez catastrophique. Hein. Je sais pas si on l'a dit, mais le net rating de Jamal Murray sans Nikola Jokic, c'était moins 14, enfin le WoWi en tout cas. Il y a un an et demi, c'était moins 7. Et c'est vrai que bah, si, comme tu dis, cette chute au drive, c'est son véritable niveau désormais, il est extrêmement dépendant de son jump shot. En même temps, on le savait dès qu'on l'a drafté, on savait que c'était un joueur qui était très dépendant de son jump shot. Mais la question, c'est du coup, bah, est-ce que l'équipe de Denver, elle peut fonctionner sur toute une saison régulière? A priori, oui. Une fois que tu arrives en playoff, bah, il faut gagner 4 séries. Et dans certaines séries, en fait, ça peut être trop à compenser si effectivement il arrive pas en fait à créer de séparation, il n'arrive pas à créer une menace par le drive. D'autant qu'on l'a évoqué, en fait, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Oui, oui. J'essaie de vérifier au niveau des stats, j'arrive pas à retrouver, mais en tout cas, il y avait l'impression l'an dernier qu'il était un peu meilleur sur drive. Et au-delà de ça, il y a quand même une importance qui est assez grande. Hein. Ce duo avec Jokic fonctionne aussi parce que automatisme, la synergie entre les deux, donc c'est très bien. C'est vrai que bon, le problème, ça a été un peu les séquences sans Jokic, évidemment. Mais parce que voilà, c'est pas forcément un chapeau à un créateur NBA, et ça on le sait, c'est pas pour lui enlever du crédit en le pointant du doigt ainsi, c'est juste que de facto, c'est pas à ce niveau-là. Et c'est ce qu'on a vu aussi contre les Wolves. Là encore, hein, le match-up était mauvais, très mauvais même, mais en même temps, voilà, en playoff, c'est là où tu vas recevoir les plus grands niveaux de compétition, notamment défensive. T'es tombé sur la meilleure escouade de périmètre défensive de NBA, on est d'accord, mais ce qui fait qu'on avait un peu cette alternance de ok, attaque avec les deux, ensuite attaque avec Jokic qui reste assez longtemps sur le terrain, et puis ensuite la seconde unité avec Michael Porter Jr. qui restait là pour certaines sorties d'écran, et aussi donc le pick and roll Jamal Murray et Aaron Gordon. Et le problème, c'est que les mecs, ils l'ont complètement étouffé, avec aucun décalage qui a été capable de créer Jamal Murray. Mais pourquoi? Parce qu'en face, il avait aussi une défense d'élite. Mais en même temps, est-ce que t'es pas aussi un peu censé attendre ça de ton créateur numéro 2, c'est-à-dire une certaine capacité de création tout de même, création de jeu, création de décalage, même face à des bons défenseurs et même face à des bonnes défenses de playoff, quoi. Donc c'est peut-être un peu la déception. Et en tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'il en est, la raison ou quoi, mais de facto, on a eu quelqu'un qui, dans l'efficacité, a chuté de 1,18 points par tir. Trop shooting point par tir, c'est pas rien. C'est juste une façon différente de l'exprimer. Mais donc 1,18 en chiffre brut, c'est tombé à 0,94 en playoff, en efficacité générale. Non, mais en playoff, après, là, j'ai l'impression qu'elles étaient particulièrement rudes. Hein. C'est pas, enfin, en tout cas, ce Ouais, niveau ouais. de médiocrité, on n'y était pas habitué avec Jamal Murray, même en saison rookie. Et là, il était à la lutte avec Russell Westbrook. Donc, c'est dire, quoi. C'est dire. Et c'est vrai que je pense que, bon, la réalité est ailleurs. Et puis, il est apparu quand même assez nettement blessé dans la série contre les Lakers et même dans le début de la série contre les Wolves. Mais effectivement, oui, là, il a eu une défense historique en face et ça a probablement contribué énormément à cette chute-là. La question qui vient avec cette chute qu'on a repérée à tous les niveaux, c'est est-ce que ce tandem qui marche aussi parce qu'il y a un dynamisme de Jamal Murray et qu'il y a des automatismes, comme tu disais, est-ce qu'il peut pas se casser de lui-même si effectivement Jamal Murray il fait un step down et que ce step down devient en fait sa forme naturelle. Donc oui, c'est peut-être une inquiétude à avoir en tant que fan des Nuggets. Après, c'est aussi un joueur qui avait ce profil-là à la base, et l'équipe a été construite en sachant que c'était son profil, donc c'est ce qui fait, je pense, et on a fait assez de podcasts maintenant ensemble, ce qui fait que pendant des années, on a douté de la capacité de Denver à aller au bout, parce qu'on se disait, la deuxième option, elle est peut-être pas assez forte pour prendre le relais sur toute une campagne de playoff, quoi. L'an dernier, 1,08 points par tir plutôt que 1,03, donc c'était mieux et c'était un peu plus dans le classement. Alors,
c'était pas bon. C'était même pas au niveau de la moyenne, mais on était plutôt moyen mauvais que tout en bas du classement, effectivement. Donc c'était quand même meilleur l'an dernier. Après, deux choses. Premièrement, combien de porteurs de balles non aliens, j'ai envie de dire, non extraterrestres à la Doncic, qui est pas un vrai porteur de balle en termes de gabarit, mais combien de porteurs de balles se seraient cassés les dents et auraient eu une chute d'efficacité comme Jamal Murray contre cette défense-là? Je pense qu'il y en aurait eu pas mal, pour le coup. Et puis deuxièmement, on va pas tout jeter à la poubelle. Moi, je me souviens notamment de les playoffs l'an dernier. C'est pas que Jokic qui le fait exister. Il a quand même fait un développement assez intéressant, tu vois, notamment je me souviens des finales où d'un coup Spoelstra se met à appeler des couvertures beaucoup plus agressives pour essayer de surprendre. Bon, ben au bout de une ou deux possessions, c'est bon, il a compris, il se fait plus enfermer par la trappe, par la prise à deux agressive, il fait un pas de côté en restant face au jeu, il libère la balle et puis c'est fini, quoi, parce que ensuite extra passe et puis l'ouverture est faite pour punir la prise de agressive et Spoelstra arrête d'appeler ça. Je crois que c'était match 3 ou 4, je sais plus. Mais voilà, il y a ce genre de trucs qui sont pas non plus à sous-estimer, hein, et le développement du joueur a été très bon. C'est juste que quand on fait le bilan aujourd'hui, c'est vrai que la saison a été pas top. Modulo cette surchauffe à 3 points au jump shot qui a un peu sauvé ça. Et puis les playoffs pas top, mais comme dit aussi, combien de porteurs de balles se seraient cassés les dents comme Murray sur cette escouade? Je pense qu'il y en aurait eu pas mal. Donc voilà pour Jamal Murray, mais on le sait, hein, c'est pas un LeBron Dwayne Wade l'association. Non, c'est clairement on a Jokic numéro 1 et Jamal Murray qui est en numéro 2, mais juste bilan 2024, on dit ce qui se passe. C'est ça. Et après, allez, disons-le quand même, la surchauffe au jump shot, ça fait aussi quand même partie du profil. Donc, c'est vrai. On peut imaginer que il va aussi garder cette capacité à shooter dans des positions des fois improbables et continuer à les rentrer et vice versa, genre à être assez régulier avec son shoot. D'autant qu'en playoff, par exemple, je pense que le contexte n'a pas aidé, c'est qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient en difficulté, notamment au shoot à longue distance. On a parlé que de la saison régulière, mais l'ensemble de l'équipe de Denver, hormis Michael Porter Jr., était complètement en panne, et du coup ça fermait les espaces. Et ça, plus les défenses qui s'adaptent en ne sortant plus de manière aussi agressive sur les shooters, etc., effectivement ça complique la vie des porteurs de ballon, quoi. Eh bien, on peut avancer. Quelle est ta 5e stat du jour à nous présenter pour ces Denver Nuggets 2024? Bah écoute, moi je sais pas si je me projette, mais une stat que j'avais, c'était le fait que Christian Braun est 4e en NBA sur la fréquence en transition. Ah. Il est à 28,3% de ses tirs pris en transition et c'est vraiment une qualité, je trouve, parce que Denver qui a tendance effectivement à pas trop se jeter dans ce côté-là à un joueur qui est extrêmement dynamique et je trouve que c'est effectivement un des joueurs les plus impressionnants en NBA dans ces phases-là, parce qu'il est à la fois très athlétique, donc quand il se projette vers le cercle, il est capable de choses assez spectaculaires et de très bonnes finitions au cercle. Je trouve que le toucher est plutôt intéressant. Et en plus, il le fait avec une efficacité qui est pas exceptionnelle, mais qui est plutôt honorable, de 1,10 tirs par tir pris. C'est pas de l'élite, mais sur un profil de joueur de complément, je trouve qu'il apporte quelque chose à cette équipe des Nuggets. Malgré une deuxième saison un petit peu plus compliquée, il a perdu sur l'ensemble à la fois demi-terrain et transition, 9% d'adresse au cercle versus sa saison rookie. Mais étant donné qu'il va avoir un rôle plus grand à l'avenir, je pense que c'est quelque chose à suivre. Oui, effectivement, le temps de jeu a un peu continué à augmenter, hein, par rapport à l'année numéro 1, et je pense qu'on a vraiment une vraie place dans la rotation, hein. Cette année, en 2024, on a eu ça. Bon, pour 2025, il va être appelé à faire encore plus. C'est vrai que j'aime beaucoup le dynamisme, en fait, qu'il apporte à cette attaque, parce que on parlait de la fameuse attaque un peu atypique, mais qui repose aussi sur le fait que Jokic est un peu au milieu, et il faut que ça bouge autour, et il fait un peu partie de ces pièces qui bougent bien, je trouve. Ouais. Tu vois, on avait... Bon, à l'époque, moi j'aimais bien, mais je trouve que Torrey Craig était pas mal sur tout ce qui était cut, rebond offensif, aussi, etc. hein. Mais oui, je sais que toi, t'es dans mon camp avec Torrey Craig, qui d'ailleurs devrait peut-être revenir, hein. Ça ferait du bien, je pense, puisqu'il est à Chicago, il est encore coincé, mais bref, fermons la parenthèse. Ouais. Mais non, mais en fait, il a un peu un tranchant, un dynamisme que n'ont pas trop les autres, quoi. Tu vois, il a pas le pull-up, il a pas ce côté, comme on a décrit tout à l'heure avec KCP, il sort du dribble and off, il a le pull-up, il a cette menace, ou alors il a les sorties d'écran pour un 3 points un peu plus classique, mais je trouve qu'il y a un peu plus de pop et de vraiment de tranchant de drive, ou alors de spot-up drive, ou alors d'attaque de close-out, de tout droit un peu, pour Brown, avec en plus, comme tu dis, la transition. Et c'est vrai que
là-dessus, ça fait du bien, parce que ça vient un peu dynamiter une attaque qui parfois peut être un peu non pas très lente, mais un peu posée en tout cas, et lui apporte un peu cette petite étincelle. Après, pour moi, le point de bascule, ce sera un peu le shoot, évidemment, où pour l'instant, il shoot bien, mais tout de même, on voit que c'est un petit volume et qu'il n'y a pas une respectabilité encore qui est géniale, quoi. Non, et on sent que c'est un tir quand même qui est sujet du coup à une variance très forte, et effectivement, quand le tir ne rentre pas, offensivement, il devient extrêmement dépendant de cette capacité à créer par son activité off-ball. Alors, il est très bon en transition. Pour moi, sur demi-terrain, ça paye pas trop cette activité. Ouais. Il y a des matchs où tout se passe bien et d'un coup, il est capable vraiment d'avoir des hauts assez impressionnants. Mais c'est vrai que sur l'ensemble de la saison, on n'a pas trop vu du mieux comparé à sa saison rookie où je le trouvais limite. Il était plus adroit, hein, clairement. Et donc ça payait un peu mieux. Donc il y a du progrès à 3 points sa deuxième saison. Il faudrait qu'il arrive à trouver un équilibre et ça va être important pour Denver parce que la perte de KCP fait de lui en fait clairement et très probablement le titulaire sur le poste 2 pour Denver. Du coup le changement de statut va venir avec la volonté de plus s'impliquer offensivement. Il sait en tout cas s'impliquer offensivement. Maintenant sur demi-terrain il y a des choses à prouver, quoi. Et au-delà même du fait qu'il bouge bien, je trouve qu'il y a un côté un peu connecteur, tu sais, comme on dit. Ouais. Donc pas le mec qui va créer le décalage, mais qui va arriver à l'amplifier en fait, à faire la bonne extra passe. S'il y a un décalage qui est créé, qui reçoit la balle, il attaque le close-out et il fait la passe en plus, il va faire le driving kick. Voilà. Quand il y a déjà un petit décalage qui est créé, il peut l'amplifier ou alors carrément aller scorer, hein, finir l'action. Et donc ça c'est bien, et ça se voit aussi, tu vois, au niveau des stats un peu de passing, on voit qu'il a un ratio de playmaking qui a encore augmenté comparé à sa saison rookie. Et je trouve que ça illustre assez bien ce côté, le connecteur, c'est-à-dire le passeur, un peu le fluidificateur de jeu, on peut l'appeler comme ça, qui est Christian Braun. Et en même temps, d'un côté, on peut se dire, il a un potentiel long terme assez limité, quoi. Je pense pas qu'un jour on soit un créateur, je pense pas qu'il va développer du dribble ou un pull-up. En même temps, je trouve que c'est pas grave, en fait, hein. C'est pas grave parce que c'est aussi le but de drafter ce genre de profil, déjà un peu plus vieux, entre guillemets. C'est que, ok, il y a un potentiel qui est plus bas, mais en même temps, tu draftes et tu obtiens directement beaucoup plus un produit fini relativement, et quelqu'un qui, en fait, dans un rôle précis, peut t'apporter beaucoup, quoi. Et à quel point, finalement, c'est pas mieux, en fait, d'aller chercher un bon joueur comme ça, même si ça sera jamais un excellent joueur, plutôt que de faire un énième pari sur, tiens, on va drafter un tel avec un gros potentiel, qui est un ancien lycéen superstar, explosif, mais qui sait pas comment jouer, et qui sait pas comment dribbler, et qui sait pas comment shooter, quoi. Mais oui, mais comme il est athlétique, on peut en faire une star un jour. Et voilà, je pense qu'il y a aussi de la valeur sur ce côté draft intelligent de savoir drafter, surtout au niveau, plus qu'au potentiel parfois. C'est ça. Après, Denver était à ce moment-là aussi dans une position d'équipe qui jouait le titre. Donc c'est effectivement en général la norme de se dire maintenant je sais ce qui me manque et je vais aller chercher. Et l'année où il est arrivé, Denver avait clairement besoin de se construire une défense et d'avoir des joueurs un petit peu polyvalents. Et c'est vrai que là-dessus, au-delà de la stat de base, ce qui est intéressant avec Christian Braun, je trouve que c'est quand même globalement un bel athlète. Même si c'est un joueur drafté tard, je trouve que contrairement à un joueur drafté tard, il est clairement pas à la dérive en termes de qualité athlétique. Et en plus, c'est un super défenseur avec une mobilité latérale, etc., qui est très très bonne. Donc oui, ça paraît effectivement limité. J'en parlais tout à l'heure, mais quand j'ai vu Mike Malone l'utiliser en tant que porteur de balle en début de saison, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce projet? Mais par contre, effectivement, il a le côté connecteur, potentiel shooter et finisseur près du cercle je pense qu'il pourrait être de très haut niveau, qui en font un joueur extrêmement modulable, et dans une équipe comme Denver qui va devoir se refaçonner au fur et à mesure des années, il pourrait avoir un rôle long terme. Ce qui manque un peu, c'est l'envergure de bras. Il n'a pas des bras si longs que ça, mais par contre, il a l'explosivité. Ça, il a l'explosivité, c'est clair. Et il sait se déplacer. Il sait se déplacer, il est assez, il a ce pop, comme dit. Mais bon, là encore, tu vois, c'est pareil. Défensivement, je pense qu'il est très sympathique, mais justement, comme il manque un peu ce côté envergure de bras d'élite ou autre, je pense pas qu'il soit jamais un all defense ou quoi que ce soit, mais en même temps, comme dit, c'est pas grave, quoi. T'as vraiment un vrai bon joueur qui, l'an prochain, sera titulaire, à mon avis, et peut apporter avec son profil certaines qualités aussi. Voilà, moi, ça fait aussi partie de ce côté, je trouve, où parfois, tu as des équipes qui, au niveau des choix de draft, accumulent un peu trop, font un peu trop le pari talent pur, entre guillemets, sauf que parfois, le talent, s'il n'a pas certains outils, il pourra jamais se réaliser. Donc, à quel point c'est vraiment du talent si ensuite t'as pas, je sais pas, l'intellect pour le développer, ou le toucher de balle ou autre, quoi. Et alors qu'en fait, le but de drafter, c'est aussi de drafter des bons joueurs. Et Christian Braun, pour moi, c'est un excellent exemple que ça. Et puis d'ailleurs, rajouter aussi pour finir sur son cas, j'ai dit tout à l'heure, il y a que 3 joueurs qui sont au-dessus de la moyenne en termes de provocation de lancer franc. Lui en fait partie.
Voilà, il y a Jokic, il y a Aaron Gordon et on a Christian Brown, donc qui est ce troisième, qui est au-dessus de la moyenne et qui a, tu vois, un shooting foul percentage, provocation de lancer franc pendant les tirs, qui est à 11%, presque 12, ce qui est vraiment pas mal pour le coup, et qui, voilà, ça vient aussi illustrer ce côté tranchant, agressif au panier, explosivité, et qui fait du bien, parce que comme on dit, c'est une attaque qui parfois peut un peu ronronner sans lancer franc. Donc lui, s'il apporte ce tranchant, ça peut être cool. Ok, voilà pour Christian Brown. Si t'as rien de plus à dire, je peux donc dire ma 5e stat du jour. Si j'arrive à trouver ma feuille. Oui, ça y est, pardon. Moi, ma 5e, c'est 1, puisqu'il y a un joueur NBA qui répond à ces critères. Plus de 1000 minutes cette saison NBA, plus de 1000 minutes, qui n'est pas un pivot. Évidemment, j'ai un peu exclu les pivots de la conversation. Et tout de même, plus de 2,5% de block percentage. Donc un mec qui a beaucoup joué, qui a plus de 2,5% de block percentage, mais qui n'est pas un pivot, qui bien sûr ont des standards beaucoup trop élevés. Un seul joueur répond à ces critères, Jérémy, c'est Peyton Watson. Exactement, c'est Peyton Watson. Alors je voulais la dire après. En fait, je voulais la dire après. Je me suis dit mince, tu l'as pas notée. J'étais en train de la chercher et je la trouvais pas là. Et je me disais mince, attends, qu'est-ce que tu dis après Vas-y, parle-nous de Peyton Watson. Ouais, bah écoute, Peyton Watson, alors joueur déjà qui est intéressant dans le parcours pour le coup, parce que c'est un joueur qui aurait pu ne pas finir drafté tellement il a foiré sa saison NCAA. Et pourtant, Denver a fait le riche d'aller le chercher en fin de premier tour pour son potentiel et parce qu'il voyait notamment un potentiel défensif assez intéressant. Peyton Watson, il a passé quasiment une saison en couveuse, on l'a un petit peu vu pendant la période où Denver gérait son effectif l'année dernière. Et lui, on était clairement sur un joueur polyvalence défensive plutôt formidable. C'est un joueur qui est à la fois capable de défendre sur des ailiers. On l'a vu faire des séquences sur des stars NBA comme Kevin Durant ou LeBron James, et être vraiment capable de rester collé, de contester les mouvements et pour autant de ne pas faire faute. Donc défenseur plutôt intelligent. Mais c'est en plus de ça un défenseur de second rideau absolument spectaculaire. D'où son block percentage, c'est que oui, c'est impressionnant parce que c'est pas un pivot et que souvent en fait il apporte une forme de défense de rim protection alors que à la base il défend sur des ailiers et ça va un peu dans la mouvance dont on parlait tout à l'heure, des joueurs qui te permettent d'être bon défensivement et bon dans la défense du cercle alors que c'est pas forcément des pivots, alors que c'est pas forcément Rudy Gobert et Peyton Watson là-dessus est excellent. Tout l'enjeu pour lui c'était est-ce qu'il va arriver à être offensivement viable. Moi je trouve qu'il l'a été en saison régulière et que c'est le genre de joueur en plus très athlétique, pareil qui peut beaucoup se projeter vers le cercle et donc qui font normalement dans les minutes avec Nikola Jokic qui font plutôt bien leur beurre. Ça a plutôt bien fonctionné. Au shoot il y a du progrès même si pareil il y a ce problème de non-respectabilité dû au faible volume qui vient avec. Mais en tout cas pour une première saison de lancement c'est bien et j'ai même été un petit peu déçu de ne pas le voir plus en play-off. Parce que je pense qu'il avait un rôle à jouer, notamment dans la première série. Moi, ce que j'aime beaucoup avec lui, c'est qu'en plus, il a un nom où je sais pas si je dois faire des jeux de mots sur Peyton Manning ou sur Watson, sur Sherlock Holmes, tu vois. Mais non, alors, en playoff, il a pas joué il a moins joué, je trouve, parce qu'en playoff, on a vu assez clairement, contre les Lakers notamment, dès qu'il était sur le terrain, on mettait Anthony Davis sur lui, entre guillemets sur lui, mais comme ça, en fait, il le respectait pas, il faisait un peu le safety, le libéraux de la défense qui ne respecte pas Peyton Watson, et parfois il a puni, mais globalement, je pense que ça a été assez rentable pour les Lakers. Donc, en effet, pour moi, le point de bascule est là. C'est à quel point est-ce qu'on peut avoir un attaquant viable en fait, ne serait-ce qu'avoir un jump shot, parce que oui, le côté cut, le côté taille au panier, etc. Bon, ça c'est sympathique, c'est un peu l'ailier qui ramasse un peu les miettes quoi. D'ailleurs, un ailier de Denver qui est bon en défense on ball, mais qui est surtout très bon en rim protection. Jérémy, tu peux me citer qui de ces dernières années? Torrey Craig. Exactement, merci. Merci Torrey Craig. Torrey Craig qui fait partie un peu de ces joueurs qui sont plutôt 7 sur 10 on va dire en défense on-ball, mais qui pour moi sont surtout excellentissimes dans cette couverture en deuxième rideau. Pour moi c'était un des meilleurs de NBA. Et bon, je vais dire un autre nom qui peut-être va pas aussi résonner de manière aussi sensationnaliste dans l'esprit des gens peut-être, mais si je te dis Robert Covington par exemple, tu vois, pour moi je pense un peu directement à Covington parce que je sais plus dans quel épisode on en parlait quel épisode des bilans on en parlait de ce côté un peu de zélier qui c'est pas juste la protection de panier, c'est pas juste des rotations, mais c'est un peu un dépassement de fonction de type Paul George. Voilà, Paul George, un des meilleurs de ces 10 dernières années en termes de protection au second rideau, absolument fabuleux, encore très très bon, même en 2024. Covington fait partie de ces joueurs aussi un peu transcendants sur cet aspect de un ailier qui est capable de dépasser sa fonction, pas juste de faire deux trois rotations sympas, mais de dépasser sa fonction et d'apporter une vraie protection de panier. Dans cette lignée, bon, on retient l'attaque, mais surtout la défense, c'est ça aussi. Dwayne Wade et LeBron James.
Le système de Miami, il est aussi basé sur beaucoup de edge à l'époque, assez agressif. Pourquoi ? Parce qu'en deuxième rideau, t'as Chris Bosh qui monte haut sur les écrans pour gêner, même faire des hard edge, mais parce que derrière, t'as LeBron James et Dwayne Wade qui avaient cette protection de panier en deuxième rideau qui était spectaculaire. Bon bref, je dis beaucoup de très grands noms, mais pour moi, effectivement, on a affaire à quelqu'un qui peut s'insérer en termes de défense off-ball dans cette catégorie. Paul George, dans cette catégorie un peu plus modeste à Dak, Robert Covington, et être un des meilleurs ailiers protecteurs de panier de NBA, qui en plus, je trouve, tu vois, comparé à Covington, qui a toujours eu des appuis un peu pâteaux, même dans son prime, et qui a jamais été génialissime en défense sur l'homme. Non plus, ouais. Alors que lui, comme tu dis, il est déjà un peu bon en défense sur l'homme. Il n'est pas que bon off-ball, il est aussi très bon en défense sur l'homme. LeBron, Kevin Durant, etc. Donc ouais, le package est vraiment extrêmement intriguant, je trouve, et c'est d'autant plus pour ça que je me pose la question de l'attaque, parce qu'il suffirait d'un catch and shoot, tu vois, 3 par match, 35%, c'est tout, merci. Et puis on a un joueur qui est titulaire NBA en fait. Bah oui, clairement, c'est pour ça que je pensais même que l'explosion serait encore plus nette cette saison, parce que à partir du moment où il y avait quand même des dispositions pas trop mauvaises en début de saison, je me suis dit bah ça va plutôt bien se développer. Et au final, pour le moment, oui, il a pas encore un tir suffisant pour avoir la respectabilité. Et de fait, bah, c'est terrible, mais ça passe d'un joueur qui pourrait vraiment être très important dans la rotation à un joueur que tu peux pas faire jouer dans certains match-up. Et du coup, c'est bien dommage. Mais en tout cas, joueur qui est à la fois en tout cas un potentiel intéressant, mais qui en plus est franchement très fun à avoir joué, qui est hyper électrisant par le côté spectaculaire de sa défense. Et donc joueur à suivre, et bonne première saison, j'ai pas plus à dire sur le sujet. J'ai pas plus à dire malheureusement, parce que l'échantillon qu'on a sous la main est pas non plus énorme au niveau du shoot, tu vois. NBA, il est à 29% cette année, allez, quasiment 30%, on va lui donner 30% sur 2 par match. Bon, c'est pas des tonnes, et si on remonte un peu au niveau historique du shoot, il a fait qu'un an à UCLA, puisqu'il est encore très jeune, il a fait qu'un an à UCLA, et c'était 22% à 3 points, enfin bref, un non-shooter, et indicateur lancé franc, pas top non plus. Donc je suis pas sûr qu'il y ait un jump shot soudain de haut niveau qui va arriver, mais en tout cas, je m'accroche un peu à l'idée, parce que vraiment, la défense, elle est à ce point intéressante. À la fois on-ball, mais aussi, donc, surtout off-ball. Et comme dit, ça peut être un atout génial, quoi. Donc pourvu que l'attaque arrive, et puis ça peut être sympa. Donc, on a fait nos 5 stats chacun sur les Denver Nuggets. Il y a des joueurs dont on n'a pas parlé. Est-ce que tu as des stats un peu un bonus, ou est-ce que tu avais envie d'aborder le cas de Gordon, de Michael Porter Jr., de Strouser, qu'on a déjà parlé un peu de Strouser, je sais pas, carte blanche. Ouais, bah écoute, j'avais Strouser, mais on en a déjà parlé. En fait, Aaron Gordon, je l'ai pas mis parce que j'ai l'impression qu'il a fait une saison dans la lignée de ce qu'il fait toujours. Ouais. Enfin, en tout cas, de ce qu'il fait toujours, de ce qu'il fait depuis qu'il est à Denver. On est sur de la super efficacité offensive due en grande partie à son duo avec Nikola Jokic, cette capacité à profiter de la présence de Jokic et à apporter un vrai spacing vertical à Denver par ses qualités athlétiques. Il est vraiment exceptionnel dans le registre. Je pense que c'est un des tandems les plus sympas à avoir en NBA de par ce fait-là. Défensivement, c'est vraiment un game changer pour Denver, parce que on est sur un joueur qui permet à cette équipe de fonctionner, j'ai l'impression. C'est peut-être le joueur qui permet le plus à cette équipe de fonctionner derrière Nikola Jokic. Et là-dessus, il est excellent. Et donc, on est encore sur une saison, pour donner une stat, à 1,20 points par tir pris à peu près. J'ai pas la stat sous les yeux, mais c'est ce que j'ai en tête. Donc vraiment exceptionnel. Et voilà, dans la ligne de ce joueur, dont on avait fait d'ailleurs un podcast ensemble, qui a opéré une des plus belles transformations en carrière, en prenant un nouveau rôle dans un système un peu unique dont on a parlé dans ce podcast. Et effectivement, je sais pas que dire de plus, quoi. Oui, alors c'était quoi l'article? C'était le côté lumineux, non? Je crois, de tête ton article de l'époque. Non, mais c'est. Belle mémoire. J'ai l'impression que c'est la draft 2014. Tout le monde se recontextualise. Wiggins aussi, tu sais. Ouais. Il est arrivé aux Warriors, il s'est réinventé. Gordon, alors Randle, c'est encore un cas à part, parce que lui, c'est carrément, il s'est transformé totalement de un mec qui était un mec de post-up à un mec de jump shot aujourd'hui. Enfin bref, mais non, alors sur Gordon, effectivement, rien de plus à dire, parce que saison assez classique et rien de notable, en tout cas, si ce n'est un point pour moi, qu'on retrouve un peu dans les stats, et que je trouve qu'on l'avait un peu noté, alors surtout en playoff, moi je l'avais noté, ce côté un peu plus passeur.
je trouve. Tu vois, le ratio de playmaking, donc à quel point il fait des passes relatives à son nombre de ballons, grosso modo, il a un peu augmenté, et même en fait, c'est son plus haut en carrière depuis son début de saison à Orlando. Il a fait 3 mois en tant que un peu go-to guy mis en avant pour être échangé, et sur une vraie saison, c'est son plus haut en carrière. Et je trouve que ça coïncide un peu avec ce côté où on essaie de l'associer de plus en plus avec Jamal Murray, un peu ce tandem qui peut également fonctionner un peu des deux côtés, avec pick and roll un peu classique, ou alors des dribble and off avec Gordon qui a la balle. Et plus globalement, voilà, c'est pas de la création pure, hein, mais ce côté passeur, fluidificateur, intelligent, je trouve qu'on le retrouve également avec Gordon, avec les titulaires, ou alors aussi avec les remplaçants, avec un peu plus accès créateur. Ouais, je me demande à quel point ces progrès-là, ils viennent pas juste effectivement de la stabilité de l'équipe qui a été vraiment exceptionnelle, Ouais. et du fait qu'en fait cette répétition qui s'enchaîne et le fait qu'il soit dans ce rôle, sans être forcément un bon passeur à la base, il a réussi à naturellement progresser dans cet aspect-là du jeu. Et effectivement, c'est plutôt notable, et c'était notable en playoff, je trouve, quand l'équipe elle a commencé à un peu à manquer d'air offensivement, où du coup c'était un des joueurs sur lesquels tu pouvais t'appuyer pour créer quelque chose. Ouais. Et effectivement, dans la lignée des progrès qu'il a opérés, j'ai l'impression qu'il continue de s'améliorer par petites touches, et effectivement, ouais, le passing en est une. Bon, après, le 3 points à surveiller tout de même, hein, parce que je sais que je me suis fait un peu attraper par le col parfois sur Twitter quand je disais qu'il n'était pas tout le temps respecté à 3 points, y compris en playoff 2023. Bon, playoff 2023, il les a mis, les 3 points. Et même cette année, il les a mis, les 3 points. Mais je trouve que de plus en plus, on a un peu ce côté où voilà, on met notre protecteur de panier sur Gordon, on l'abandonne un peu. Et même, voilà, la série contre les Lakers, là, je t'ai parlé de Peyton Watson, mais pareil, en fait, Gordon, c'est pareil. Hein. On mettait Davis quasiment tout le temps sur lui, et on le laissait abandonner Gordon, quoi. Et même les chiffres de cette année, c'est 29% à 3 points. Donc il y a pas la respectabilité, mais il n'y a même pas la réussite cette année. Mais voilà, à surveiller, mais en même temps, même s'il n'y a pas le 3 points, pour moi, c'est pas tant là qu'est sa valeur, en fait. Donc, non, mais en fait, si tu isoles même la saison précédente et que tu la regardes par période, en fait, tu te rends compte que ce 29% à 3 points, c'était aussi son pourcentage sur une bonne partie de la saison 2022-2023. Mais il avait une telle adresse en début de saison de 2022 qu'en fait, on s'est dit, c'est pas mal. Il a fait une saison, je crois que c'était à 37 ou 34%, c'est bien, mais en fait, sur la moitié de la saison, il était dans ces eaux-là de 27-29, et c'est un shooter qui est pas fiable, et malheureusement, oui, je pense que même s'il faisait une bonne saison, il aura pas la respectabilité parce qu'on s'attend à ce qu'il rechute. C'est pas un shooter naturel, quoi. Dernière stat que j'avais, moi, un peu en bonus. Alors, il y a aussi, j'aimerais bien parler d'un autre, mais non, je m'étais amusé à faire le ratio nombre d'assists par minute passée sur le terrain de Michael Porter Jr. On est à 0,04. Mais voilà, 122 assists pour plus de 2500 minutes NBA. Ouais. Non, c'était vraiment pour m'amuser, pour le fun fact, parce que pour le coup, on le connaît, rien de plus à dire, non plus de notable chez Porter Junior cette année, Porter de d'habitude, 40% à 3 points, gros volume, les dribble and off, pas trop de drive au panier, pas trop de passing non plus, de toute évidence. Mais comme on l'a déjà développé aussi, le côté défense off-ball largement viable de cette année, donc on va pas le refaire. Mais non, peut-être dire 2 mots sur le... Est-ce qu'on peut parler d'échec pour Zekenaji, du coup? Parce que je sais que, voilà, j'ai dit tout à l'heure, moi je pense qu'il a été un peu signé parce que c'était un bon pari sportif, mais aussi au cas où on le garde sous la main, ça nous fait un asset à échanger éventuellement. Je trouve qu'on a affaire cette année à quelqu'un qui a été le backup poste 5, qui dictait des schémas de switch all, on l'utilisait comme ça, mais qui était pas bon en switch. Donc c'était un peu un problème. Ouais, en fait, la question souvent que je me pose, c'était qu'est-ce qu'on attendait de Zeke Nagy à la base? Parce que je sais pas en fait si le joueur s'est éloigné de ce qu'il avait le potentiel, mais vraiment de ce qu'il était dans certains flashs, ou si juste on s'est trompé sur toute la ligne sur le cas de Zeke Nagy. Effectivement, moi j'avais ce truc en tête c'est un joueur qui défensivement peut t'apporter du switch sur certaines séquences, et qui offensivement possède un shoot qui peut en faire un stretch. Et j'ai l'impression qu'on est un peu sur un cas offensivement à la Markel Fultz, où il y a eu une blessure à l'épaule et derrière la mécanique a changé et l'adresse a chuté. Du coup, ne restait plus que cette potentialité d'en faire un intérieur qui peut switch. Mais ça, je suis même pas sûr qu'on l'avait vraiment vu comme quelque chose de régulier avant même de faire le pari. Et du coup, quand t'enlèves ces deux trucs-là, c'est un joueur un peu athlétique qui se bat bien au rebond, et puis voilà en fait. Oui.
Oui, mais ça, tu peux en trouver beaucoup au C'est contrat ça. minimum, quoi. Au C'est final, ça. faire ça. Non, mais il y a un peu ce problème de défensivement, il est pas bon dans ce qu'il fait, c'est-à-dire des schémas un peu de switch, justement, et comme en plus l'attaque vient pas, bah ouais, du coup, l'intérêt est un peu limité, quoi. Si on avait le développement du shoot, comme tu dis, ou un peu de drive, un peu de passing, bon, tu pourrais faire des choses en attaque, mais c'est vrai que là, en fait, le fait qu'il soit passé derrière DeAndre Jordan dans la rotation, je veux bien que Mike Malone soit un C'est coach dur. très militaire, mental, le vestiaire, les vétérans, ok, mais quand même, quoi. Quand même. Donc voilà. Après, le bon côté, c'est que tu peux te dire, bon, bah, si on veut faire un mini trade, on a ce contrat à 8 millions l'année, on C'est met un tour ça. de draft avec et on sera pas triste de s'en séparer, quoi. C'est ça. À mettre à sa décharge quand même, c'est qu'on est typiquement sur un cas d'un joueur qui n'a pas eu une seule saison où les blessures sont pas venues un petit peu pourrir son développement. Ouais. Et donc à quel point en fait le joueur que la franchise avait imaginé qu'il serait a pas aussi été réduit, diminué par l'enchaînement de blessures qui étaient en plus en général des blessures qui le sortaient de la rotation pour des demi-saisons entières. Donc on n'était pas sur des entorses ou des trucs assez légers, quoi. Ouais. Non, mais tu vois, même, bon, 2022, il joue beaucoup parce qu'il y a pas mal de blessures, mais même encore l'an dernier, il était à 14 minutes par match en moyenne. Là, on est tombé à moins de 10, quoi. Sans jouer tous les matchs et en jouant quasiment pas en playoff, hein, je crois de mémoire. Et tu vois, moi, j'ai même souvenir d'un match, ça doit être fin décembre, autour du 18 ou 19 décembre, en match contre Dallas, où, en fait, Jason Kidd modifie complètement ses rotations. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand la seconde unité arrive, donc il y a Zekenaji, et en fait, il dit, ah non, tiens, Doncic, tu restes sur le terrain. Vu qu'il y a une défense en switch qui va s'opérer, bah vas-y. Et puis tu te fais plaisir face à Zekenaji, quoi. Et puis voilà, moi ce côté être battu par Jordan dans la rotation, c'est un peu inquiétant, mine de rien. Mais à suivre, alors on n'a pas parlé de Justin Holiday qui a refait une saison un peu de retour assez agréable, hein, en tant que 3D qui peut un peu shooter. Je l'ai pas vu arriver ça. Je l'ai pas vu Ouais, moi non arriver. plus. Moi j'avais en tête un joueur qui effectivement était un peu un friendly, mais qui du coup, et c'est peut-être un préjugé de ma part, mais je me suis dit, ok, il commence à être un peu âgé, donc à mon avis la défense ça doit plus être trop ça. Alors en vérité sa saison elle est un peu marrante parce qu'il a très peu joué en saison régulière et en fait c'est en playoff qu'on l'a vu surtout. Ouais. Et il a été excellent parce que c'était un des rares joueurs qui était à droite de loin et qui en plus défensivement a apporté de belles séquences. Donc ouais, retour assez inattendu et je sais pas s'il sera là la saison prochaine, mais en tout cas, belle petite surprise dans une équipe qui avait un peu du mal à trouver des relais en playoff. Donc bien joué de sa part. Le grand frère, hein, de Jrue Holiday. Champion Warriors 2015 déjà, c'est ouf, c'était il y a 10 ans. Ça fait peur, mais ouais, un peu vieux. Je savais pas qu'il y était. Ouais, il était champion avec les premiers Warriors, effectivement. Non, après, rien à dire sur Colin Gillespie, Jalen Pickett, Hunter Tyson, on n'a pas beaucoup vu, hein, ça on peut le dire, mais je crois qu'on va s'arrêter là, alors, si tu veux bien, je crois qu'on arrive au bout. Non, mais vu qu'on parlait effectivement des projets assez réussis de Denver en termes de développement, on peut dire que cette quête du poste de meneur, elle est quand même assez compliquée. Et effectivement, il y a eu assez peu de temps de jeu pour les joueurs que tu as cités, mais autant Jalen Pickett que Colin Gillespie ont quand même eu leur chance et les deux ont été extrêmement décevants, je trouve. Il y avait certains fans de Denver qui aimait bien Colin Gillespie, mais bon, ils ne l'ont pas gardé. Et pour Pickett, ouais, il était annoncé comme quand même un joueur qui était assez polyvalent, en plus un meneur un peu grand, qui avait apparemment du playmaking, et c'est vrai que incapacité à créer des espaces pour lui-même ou pour les autres. Donc la quête du meneur remplaçant reste toujours en cours. Ouais. Et oui, je sais pas trop comment ça va se passer, mais Russell Westbrook est arrivé. Oui. Non, mais après, bon, Jalen Pickett, il est encore jeune, on espère qu'il pourra vieillir comme du bon vin. Balam tam tam. Let's go. Non, oui, non, j'étais en train de me poser la question, mais qui va être le meneur? En plus, vous avez perdu un Italien, en plus, hein. L'Italien est parti. Reggie Jackson, évidemment. Mais ouais, bon, bref. On va pas ouvrir le dossier 2025, on le fera l'été prochain, je pense. Mais en tout cas, merci beaucoup, Jérémy, d'être passé sur le basket là pour parler des Denver Nuggets 2024. Bah écoute, avec plaisir, ça restait quand même une belle saison, donc il y avait des choses à dire, malgré la déception finale, et ouais, content d'être de retour pour un épisode. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Voici donc pour nos amis les Nuggets qui malheureusement, comme dit, ça aurait pu faire un très beau champion pour un très beau back-to-back, mais qui ont perdu au deuxième tour. Question de fit, question de mauvais match-up, mine de rien, mais voilà. Comme dit, je pense qu'on était encore de la trempe d'un champion qui est juste entre guillemets tombé contre
son antidote, hein, et ça sera pareil après pour les Wolves qui sont tombés contre la seule attaque avec le seul porteur de balle qui pouvait autant leur faire du mal. C'est l'histoire des playoffs, hein, les match-ups. Bref, donc voilà pour Denver, voilà pour Jérémy, qu'on remercie d'être passé une nouvelle fois. Alors, vous avez vu un petit anachronisme, puisqu'on avait enregistré l'épisode de Denver avant les Lakers. Donc, vous avez d'abord entendu les Lakers, mais c'était son grand retour dans le Basket Lab après un an, Jérémy, sur cet épisode aujourd'hui. Bref, et donc, il ne reste plus que 2 équipes. Donc, la prochaine fois, on va laisser le champion pour la fin, et évidemment, on conclura en beauté. Mais donc la prochaine fois, bilan du finaliste, bilan des Dallas Mavericks. Et donc, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Jérémy d'être passé sur le Basket Lab, évidemment. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.